Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ce matin, nombreux, 600 inscrits, pour ce premier webinaire de l'Agence nationale du DPC. Alors, ce webinaire s'inscrit dans une double démarche. Une démarche qui va être un axe stratégique pour l'agence dans les prochaines années. Vous savez que l'agence, c'est comme ça qu'on appelle les structures similaires aux nôtres à l'international. C'est une agence accréditrice. Et donc une agence accréditrice, ça labellise, ça accepte, ça refuse, ça contrôle. Mais évidemment, au-delà du contrôle, au-delà de ce rôle que nous avons et que vous connaissez bien, il est de notre mission, de notre devoir également, de vous accompagner pour offrir aux professionnels de santé une offre de qualité. Et ces webinaires s'inscrivent dans cette démarche. Ils vont être consacrés pour les premiers à un certain nombre de questions que vous nous posez très régulièrement autour des méthodes de DPC. Vous savez que les méthodes de DPC sont définies par la Haute Autorité de Santé. Elles sont sur le site de la Haute Autorité de Santé. On les a reprises également sur notre site. Ce sont des méthodes très techniques qui répondent à des objectifs très précis. Et nous savons que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, pas mal de questions sur ces méthodes que vous nous posez au quotidien, mais il nous a semblé que c'était très important de vous accompagner également dans l'appropriation de ces méthodes. On a fait effectivement un constat autour des méthodes de DPC. Beaucoup d'entre vous, alors évidemment, pour l'agence, et je vais vous les présenter ensuite, ceux qui m'accompagnent, ces méthodes ont des objectifs précis, on les maîtrise, mais beaucoup d'entre vous disent que c'est difficile de les comprendre, c'est difficile de les mettre en œuvre. Et c'est un constat que nous avons également au sein de l'agence, puisque globalement, ces méthodes apparaissent comme, alors certaines mieux que d'autres, mais dans leur globalité, pas toujours totalement appropriées dans leur finesse technique par les organismes de DPC. Et elles apparaissent comme des méthodes. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps à l'ANAS, l'ancêtre de la Haute Autorité de Santé, puis à la Haute Autorité de Santé. Elles ont été conçues comme étant des méthodes de démarche qualité en santé. Et beaucoup de questions semblent venir du fait qu'il y ait des interrogations sur comment passe-t-on de méthodes qui sont appropriées pour des démarches qualité en santé à des méthodes qu'on peut utiliser dans le cadre d'actions de DPC. Et au travers de ces différents webinaires, nous allons essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. On va répondre à l'ensemble de vos questions en vous présentant des travaux que nous avons menés à l'agence, avec les services de l'agence qui sont vos interlocuteurs au quotidien, mais aussi avec d'autres acteurs, le président du Haut Conseil du DPC et l'ensemble des présidents de CSI. Et je suis ravie ce matin d'être justement avec un certain nombre des acteurs avec lesquels on a conduit ces travaux, donc le docteur Bernard Ortolan, président du Haut Conseil du DPC, pour l'instant un président un peu seul, mais qui va installer son conseil le 7 décembre, et on en parlera à la fin de ce direct. Le docteur Didier Griffiths, qui est le président de la CSI des chirurgiens dentistes, et puis beaucoup d'entre vous le connaissent, le docteur Jean-Philippe Nathalie, qui est le directeur du développement et de la qualité du DPC et qui accompagne les ODPC régulièrement sur rendez-vous. Donc ces travaux ont été menés en réponse à ce constat des difficultés d'appropriation et la nécessité de vous faire part de comment techniquement on appréhende ces méthodes. Alors peut-être, docteur Ortolan, docteur Griffiths, par rapport à ces constats, ce que vous avez pu, dans vos rôles respectifs, constater également ? Avec le son, c'est mieux. Donc, ce qui prouve que le PP est difficile, que les méthodes sont difficiles à comprendre ou en tout cas à transposer dans la réalité de la mise en œuvre d'un programme.
attirer du monde et faire en sorte que les participants conduisent leur démarche qualité, et pas seulement dans le temps présent présentiel de la formation, mais aussi avant et après, dans une démarche qui devrait se pérenniser. Et donc nous sommes là pour essayer. Donc nous avons donc décidé de reprendre toutes ces méthodes HAS et d'essayer de les relooker, de les relifter, d'en faire une relecture et une réécriture qui permettent qu'elles soient davantage appliquées, davantage appropriées par les opérateurs que vous êtes. C'est important, nécessaire, que nous allions vers davantage d'offres d'évaluation des pratiques professionnelles, puisque, vous le savez, la certification périodique va commencer prochainement, et que ce fera partie des éléments nécessaires et incontournables de la certification. Voilà, donc on a fait ça parce qu'il y a plein de points de confusion, mais on y reviendra tout à l'heure, je crois. Et Didier Griffith, je crois que c'est un constat que vous faites aussi Nous, dans les CSI. c'est un constat que l'on a au niveau des CSI, dans la mesure où on a beaucoup de formations. C'est pas ça branche? Oui, je crois, c'est branché. Beaucoup de formations où on a... Vous n'entendez pas? Si. Il y a beaucoup de formations où on est en difficulté dans la mesure où ça n'est pas approprié par les organismes qui nous proposent ces formations ou ces programmes intégrés. Et ce qui fait qu'on est amené souvent à dire on ne peut pas accepter, non pas parce que le programme n'est pas bon, mais parce que la formation n'est pas bonne, mais parce qu'il n'y a pas eu assimilation du programme intégré avec, entre parenthèses pour nous ici, l'audit clinique. Voilà, merci. Et donc, ces travaux qui ont été menés, on va vous les présenter aujourd'hui. Donc 2 temps dans ce webinaire. Un premier temps où on va vous présenter justement les travaux globaux que nous avons menés. On répondra ensuite à vos questions qui commencent à arriver, nombreuses, on vous en remercie. Et un second temps où on va faire un focus aujourd'hui sur l'audit clinique. Pourquoi le focus sur l'audit clinique? Parce qu'aujourd'hui, dans les méthodes de PP, c'est la méthode qui est la plus fréquemment proposée par les organismes de DPC. Il y en a d'autres, hein. C'est vraiment... Dès qu'on parle PPC, audit clinique, et on se rend compte que même cette méthode, qui semble la plus évidente, la plus simple, pose des questions techniques régulières. Et on répondra évidemment à vos questions. J'ai vu une question qui est déjà arrivée. Est-ce qu'il y aura d'autres webinaires sur d'autres méthodes? La réponse est oui, je l'ai suggéré dans mon introduction. C'est une série de webinaires qu'on va conduire, et vous verrez, à la fin de ce direct, vous aurez même à choisir sur quelle méthode vous souhaiteriez que le prochain webinaire soit organisé. Donc il y en aura évidemment d'autres. Alors, sur les travaux, ce sont des travaux très techniques. Alors évidemment, je ne vais pas m'arrêter et vous aurez évidemment ensuite en ligne le diaporama. Vous aurez évidemment ensuite en ligne, en différé, ce direct, et on imagine même faire des capsules qui vous permettront de revenir sur l'ensemble des éléments qu'on vous transmet aujourd'hui. Le premier moment des travaux, on a essayé de repartir sur des définitions. Voilà. Mal nommer les choses, comme disait Camus, c'est participer au malheur du monde. Et donc, globalement, il est important de revenir sur des définitions. C'est quoi une méthode ? C'est quoi un outil? C'est quoi un format? Une méthode, c'est un ensemble ordonné de principes, ça correspond aux méthodes de la haute autorité de santé, c'est-à-dire que quand on déploie cet ensemble ordonné, on répond à des objectifs, et chaque méthode répond à des objectifs extrêmement précis. Des outils, c'est ce qu'on vous demande quand on vous demande quand on vous demande un déroulé pédagogique, c'est quels outils pédagogiques vous allez utiliser pour chaque séquence. Est-ce que vous allez utiliser
des jeux de rôle? Est-ce que vous allez utiliser une vidéo? Est-ce que vous allez utiliser un échange autour d'un cas clinique? Ce sont des outils pédagogiques. Et enfin, un format. Alors là, vous êtes habitués, hein, ce sont nos formats tels qu'on vous les propose quand vous déposez des actions. C'est un format présentiel. Est-ce que vous êtes en présence? C'est un format distanciel. Et dans les formats distanciels, il y en a deux que sont respectivement la classe virtuelle, qui est un format distanciel synchrone, et le e-learning, qui est un format distanciel asynchrone, que beaucoup d'entre vous commencent à proposer, et on y reviendra d'ailleurs avec le docteur Ortolan, pour lequel les professionnels de santé ont de plus en plus d'appétence par rapport aux contraintes de leur exercice. Et puis surtout, on a travaillé sur les typologies de DPC. Alors ça c'est un sujet majeur pour nous. On le voit d'ailleurs dans l'ensemble des rapports d'activité. Le DPC, ce n'est pas que la formation continue. Et c'est vrai que encore, pour beaucoup d'organismes, on parle encore beaucoup d'actions de formation. D'ailleurs ici, tous ceux qui parlent d'actions de formation, je dis 1 euro dans le cochon, ce sont des actions de DPC. Et le DPC, c'est de la formation, mais pas que. C'est de l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est de la gestion des risques. Et toutes ces actions doivent entrer dans des méthodes spécifiques et n'ont pas les mêmes objectifs. Alors on est revenu rapidement sur les objectifs de chacun. La formation continue, c'est le plus simple, même si ce n'est pas toujours facile de construire une formation continue et que, évidemment, il faut des objectifs pédagogiques, on y reviendra, et il faut aussi que le contenu réponde aux objectifs pédagogiques. La formation continue vise un renforcement de connaissances. Voilà. Et un renforcement, un approfondissement, une actualisation. On a pu faire ces études de médecine, d'orthophonie, de kiné il y a 10 ans. Entre-temps, la science a avancé. Il est important de se remettre régulièrement à niveau au travers d'actions de formation continue. Et évidemment, des connaissances nouvelles, on l'a rappelé, validées scientifiquement. Il ne s'agit pas évidemment d'aller regarder les différents points qui pourraient être apportés par les uns ou les autres. Donc l'essentiel est cognitif. J'apprends en formation continue. Bon. Même si on est sorti du cours magistral et que dans la mesure où il s'agit de pédagogie d'adultes et que ça s'adresse à des professionnels expérimentés, on part aussi de leur pratique, de ce qu'ils savent pour renforcer ou actualiser ces connaissances. Mais le mot d'ordre, j'apprends. Le PP, pas du tout. On n'apprend pas quand on fait une action d'évaluation des pratiques. On évalue en qualité de professionnel de santé si, au quotidien, face aux patients, on met en œuvre les bonnes pratiques de prise en charge clinique. Donc on a potentiellement rien à apprendre. Et ça, c'est un point extrêmement important par rapport à ce qu'évoquait Didier Griffith sur les programmes intégrés. Beaucoup d'organismes de DPC utilisent le PP dans le cadre de programmes intégrés. C'est-à-dire qu'il y a un premier tour d'audit, une formation, un second tour d'audit, et ça devient comme si la formation était nécessaire à faire autour de démarches d'évaluation de pratique. Pas du tout, pas nécessairement. Et l'écart peut provenir d'autre chose que d'un manque de connaissances. Il y a des tas de choses sur lesquelles les professionnels de santé savent ce qu'il faut faire, mais ne font pas, pour des raisons qu'il leur appartient d'analyser. D'ailleurs, est-ce que c'est le patient qui refuse? Parce que je rappelle que le fondement de l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, c'est un trépied. Les recommandations, le patient, le médecin. Et parfois, le médecin veut appliquer la bonne pratique, mais le patient dit non, pour plein de raisons. Et donc ça, c'est un point important. Et potentiellement, le professionnel, il sait parfaitement ce qu'il a à faire. Et quand il ne le fait pas, c'est autre chose, ça s'analyse autrement. Enfin, les actions de gestion de risque.
Ce sont des actions, et en qualité de professionnel de santé, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, les actes de soins sont des actes à risque. Et l'idée des actions de gestion des risques, ce sont des actions qui permettent de prévenir les risques sur des actes à risque majeur, de les anticiper, de les prévenir et potentiellement, quand les risques sont advenus, de les récupérer, puisqu'il y a aussi des méthodes de récupération. Sur ce point, parce que c'est quelque chose qu'on a vu, attention, une action de gestion des risques, ce n'est pas une action de formation sur un acte à risque. Je prends l'exemple de la transfusion sanguine, qui est un acte à risque et qui d'ailleurs a modélisé les démarches de gestion de risque. Une formation qui dirait comment on fait une transfusion, ce n'est pas une action de gestion de risque. Une action de gestion de risque répond à des méthodes et ce sont des démarches qui, c'est d'ailleurs le grand modèle autour de la gestion des risques, construit des barrières de sécurité à chaque étape de la démarche de transfusion sanguine. Voilà. De l'identification du patient jusqu'au moment où on fait la transfusion. Et ça, il y a parfois pas mal de confusion autour de ça. Alors, sur les méthodes de formation continue, alors évidemment, je ne vais pas approfondir, puisqu'on reviendra sur chacune. Il y a, dans les méthodes de la Haute Autorité de Santé, des méthodes de formation continue. La formation, celle qui est la plus utilisée, la simulation en santé, où finalement on apprend en faisant et pas en écoutant un cours. Et puis alors une méthode très très peu utilisée par les organismes de DPC, qui est la réunion de revue bibliographique ou journal club. On pourra y revenir, c'est sans doute pas la méthode sur laquelle on fera les prochains webinaires, parce qu'elle est peu utilisée dans le cadre d'actions de DPC. Alors, sur les méthodes de formation continue, et notamment on va prendre la méthode classique, la formation, il y a une vraie question. Beaucoup d'entre vous déposent auprès de l'agence une méthode avec plein de publics, de professions diverses, de spécialités diverses. Parfois, il y a des actions, il y a toutes les professions possibles et imaginables. Et là, c'est une vraie question, parce que on en rejette pas mal. Et enfin, j'ai vraiment envie d'interroger là les 3 médecins qui m'accompagnent sur faut-il mixer les publics? Est-ce qu'il faut faire du monopro? Est-ce qu'il faut faire du pluripro? Est-ce qu'il faut faire de l'interpro? Jean-Philippe, d'abord. Oui, effectivement. On voit beaucoup d'actions qui sont déposées avec de nombreux publics divers et variés. La première question qu'il faut vous poser, c'est à qui se destine l'action? Enfin, vraiment, qui est concerné par les objectifs pédagogiques que vous avez définis? À l'international, notamment, ils ont une manière de dire les choses qui est que 100% du contenu de l'action doit concerner 100% des gens présents, 100% du temps. Donc si ce n'est pas le cas, c'est probablement que vous avez raté quelque chose. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs défini 3 possibilités de public dans le cadre d'une action de DPC. Donc le truc très classique est la formation monoprofessionnelle, où vous ciblez une profession ou une spécialité donnée. Déjà là, vous êtes à peu près sûr que vous allez réussir à répondre à l'attente du public si vous n'en ciblez qu'un. Enfin, c'est pas gagné, il y a quand même identifié quels sont les écarts à la pratique de ce public-là en termes de connaissances, de compétences, et vraiment faire une action qui permette de répondre pour ce public-là à justement cet écart de connaissances et compétences. Après, on a défini pour vous aider 2 cas différents de multiprofessionnels ou multispé. C'est d'une part le pluriprofessionnel et d'autre part l'interprofessionnel. En quelques mots, le pluriprofessionnel, c'est lorsque les objectifs et le contenu sont communs et atteignables pour tous les publics visés. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que 100% du contenu doit concerner 100% des publics, 100% du temps. Si ce n'est pas le cas, c'est votre action pluriprofessionnelle n'est pas pluriprofessionnelle et il faut redéfinir votre cible.
Ensuite, il y a les actions interprofessionnelles qui, elles, portent vraiment sur des notions très particulières que sont la coordination, la coopération, la concertation, le parcours patient et comment, entre professions ou spécialités, on s'articule pour mieux prendre en charge le patient. C'est vraiment un travail collaboratif dans le cadre de l'action de DPC qui justifie le fait de mettre des publics et des spécialités différentes. Mais peut-être que Didier et Bernard veulent ajouter des éléments là-dessus. Dans leur rôle à l'agence, mais aussi parce que ce sont des professionnels de santé. Et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre, eux, d'une action de DPC s'ils doivent s'y inscrire ? Didier ? Alors je commence. Même dans la monoprofessionnelle, ce qui est important, c'est de connaître le public ciblé. Parce que vous pouvez être, chez nous, chirurgiens dentistes, on peut avoir des publics qui sont totalement différents et donc on peut avoir, même en monoprofessionnel, des prérequis. Parce que ça ne va pas s'adresser à l'ensemble des chirurgiens dentistes. C'est surtout ça que je veux voir au niveau du mono. Puisque nous, en interpro et en public, on a très 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 peu. Je ne rajouterai pas grand-chose à ce qu'a dit Philippe, qui était déjà assez clair et complet. Je l'ai dit tout à l'heure, la grande majorité des actions de formation médicale continue, encore une fois, sont monoprofessionnelles. Mais on voit effectivement quelques opérateurs, et je crois que je suis mieux placé pour le dire, essayent d'élargir la cible, et ce faisant, ils élargissent le marché. C'est pas raisonnable parce que ce n'est pas efficace. On ne peut pas effectivement réunir des publics qui n'ont pas le même prérequis et ne vont pas participer ou vont avoir des moments où ils vont s'ennuyer. Vous savez, quand on s'ennuie à l'école, c'est la preuve que le programme ou le professeur sont mal montés. Donc voilà, clairement, il vaut mieux cibler sa cible, j'allais dire. Il vaut mieux vraiment cibler son public de façon à être efficace et pertinent au regard de nos objectifs initiaux. Hein. Voilà. Alors par ailleurs, il faut que la construction du programme soit en adéquation avec l'orientation professionnelle qui a été choisie. Et l'orientation professionnelle qui a été choisie, aujourd'hui, elle vous donne une fiche de cadrage avec les publics cibles recommandés. Et même là, faites attention, c'est pas la peine de les prendre tous. Voilà, selon effectivement vos objectifs pédagogiques. Et c'est bien la construction du programme qui doit être en adéquation avec les objectifs, l'orientation qui a été choisie et les objectifs pédagogiques qu'on a décidé de traiter. Vous savez, les orientations sont parfois plus larges que certains programmes, et inversement, il y a certains programmes qui sont beaucoup plus larges que les orientations. Et ben dans les deux cas, on n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, je m'arrêterai là. Je prendrai deux exemples précis sur ce public inapproprié. Ce sont des exemples que je prends régulièrement. Une action sur la prise en charge de la dépression qui s'adresse à un médecin psychiatre, un médecin généraliste et une infirmière. Réfléchissez. Le médecin psychiatre, il a eu un DES en psychiatrie. C'est son boulot de prendre en charge la dépression, de prescrire, d'orienter, etc. Si vraiment vous faites un programme pour les trois, il y a un moment, le psychiatre, ça ne va pas l'intéresser, parce que lui, il veut les dernières actualités. Ou si vous vous adressez au psychiatre, l'infirmière qui n'a ni à prescrire, elle a eu un autre rôle auprès du patient dépressif, ça ne s'adresse pas à elle. La même chose si vous faites quelque chose sur l'insuffisance cardiaque avec un cardiologue et un médecin généraliste. Et Jean-Philippe, qui est gériatre, dit qu'au fond, en gériatrie, il ne voit pas ce qu'il aurait à apprendre d'une action pluripro qui réunirait les kinés, les médecins généralistes, les infirmiers. Il y a pas mal de choses que le spécialiste d'organes, comme on dit, même si la gériatrie n'est pas une spécialité d'organes, n'a pas à réapprendre. Ça fait partie clairement de sa formation initiale. Sur les méthodes d'EPP
et de gestion des risques. Alors, un point très important. Au fond, et la Haute Autorité qui donne une liste, et je pense que ces travaux ont permis d'aboutir à ça, il y a 2 grands types de méthodes. Il y a des méthodes, sans doute celles que vous utilisez le plus, qui sont des méthodes qui permettent l'évaluation et l'amélioration de sa pratique individuelle. Voilà. Je suis médecin dans mon cabinet, ou dentiste, ou orthophoniste, etc. Il y a des bonnes pratiques et j'évalue si ce que je fais vis-à-vis de mes patients est conforme à la bonne pratique. Et puis, hyper important, pas que j'évalue, j'améliore, c'est-à-dire que j'analyse pourquoi il y aurait des écarts et je mets en place un plan d'amélioration qui me permet désormais d'être conforme. Et donc, je peux faire ça seul, dans mon cabinet, ou dans un magasin d'optique ou une pharmacie d'officine, etc. On en reparlera. Et voilà. En revanche, il y a des méthodes, et il faut le comprendre, ça, qui sont tout à fait différentes. J'ai été à la Haute Autorité de Santé, on a été avec Bernard formés à peu près par les mêmes, le docteur Jean-Michel Chabot, le docteur Marielle Lafont. Et ce sont des méthodes d'analyse collective des pratiques en groupe, où il ne s'agit pas de s'évaluer sur des dossiers, de regarder exactement ce qu'on fait par rapport à tel ou tel patient, et qui font un pari au fond d'intelligence collective du groupe. C'est-à-dire que via l'échange collectif en équipe, la pratique individuelle de tous ceux qui participent au groupe s'améliore. Et donc, Bernard pourra en dire un mot. Ces méthodes, les voici. Il y a toute une série de méthodes d'évaluation de pratique ou de gestion des risques individuels. Audit clinique, suivi d'indicateurs, test de concordance de script, vignette clinique. Rassurez-vous, on fera des webinaires sur pas mal de ces méthodes. Donc c'est pour ça que je passe vite aujourd'hui et qu'on va faire plutôt un focus sur l'audit. Ça permet de l'évaluation individuelle et de l'amélioration individuelle. Et puis, il y a des tas de méthodes qui sont justement ces méthodes qui font le pari de l'intelligence collective pour améliorer les pratiques et qui sont les groupes d'analyse de pratique, ou STAF, les réunions de concertation pluridisciplinaire, la simulation en santé aussi, dès lors qu'elle se fait en équipe. Par exemple, il y a eu une actualité, malheureusement, il y a quelques jours, qui a montré que ça arrivait. Je simule à plusieurs professions la prise en charge d'une hémorragie du postpartum. Voilà. Est-ce que chacun est bien dans son rôle, etc. Ça fait partie de ces méthodes, le chemin clinique, le patient traceur, etc. Un point très important par rapport aux prérequis et la façon dont on regardera les actions. Ces méthodes, telles qu'elles sont affichées aujourd'hui, d'évaluation individuelle, vous pouvez les utiliser pour faire évaluer les pratiques d'un médecin de Lille, d'un médecin de Marseille, d'un médecin de Strasbourg, en même temps. C'est pas grave. Il y a une reco. Chacun, dans son cabinet, évalue sa pratique individuelle. En revanche, RCP, patient traceur, revue de Morbi Morta, gestion des risques en équipe, GAP et STAF, ça n'a aucun sens de le faire avec des gens qui ne travaillent pas ensemble. Travailler ensemble, c'est travailler ensemble au quotidien. Et donc, ces méthodes-là, ce sont des méthodes qui ne peuvent s'appliquer qu'à des équipes constituées. Ce que j'appelle équipe constituée, c'est un service dans un établissement de santé, c'est une CPTS en libéral. Ce sont des méthodes nécessairement récurrentes. On ne fait pas un GAP pendant 3 mois. On ne fait pas des RMM pendant 3 mois. Des RMM, ça fonctionne en permanence. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'agence a permis
qu'il puisse y avoir des actions de DPC et des sessions pluriannuelles pour permettre effectivement cette récurrence. Et évidemment, elles s'accompagnent toutes d'un plan d'amélioration. Alors là-dessus, Bernard, parce qu'on on a été formés au même endroit, quasi en même temps, ce point est important. Je crois que vous vouliez y revenir. Tout à l'heure, Michel a dit que l'évaluation des pratiques professionnelles, ce n'était pas une façon d'apprendre. Ben, si, c'est une façon d'apprendre de soi. Et la différence qu'il y a entre les deux méthodes, les deux groupes de méthodes que Michel vous a cités tout à l'heure, c'est que dans la première, on apprend de soi en faisant un audit de sa pratique et en regardant finalement ce qu'on fait véritablement et non pas ce que l'on croit faire, même si l'on sait et on ne fait pas forcément. Donc cette façon d'apprendre de soi versus un panel, un groupe homogène de praticiens qui fait le même métier que vous et qui va faire le même audit, et on va comparer les résultats individuels comparés au groupe. Vous savez, ce vieil adage, hein, plus je m'observe, plus je me désole, plus je me compare et plus je me console. Eh bien, c'est ça l'objectif d'un audit de pratique ou d'une méthode d'évaluation des pratiques professionnelles où on apprend de soi et on se compare aux autres. Dans la deuxième méthode, on apprend avec les autres, on apprend des autres. Et des autres qui peuvent là être des gens, des publics différents, parce qu'on va prendre en charge le même patient, mais bien qu'on vienne d'horizons, de formations différentes. Et c'est là que on peut travailler en pluriprofessionnel, on y reviendra. C'est là, en tout cas, que l'on travaille en groupe constitué, qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui ont l'habitude de travailler ensemble ou pas encore, et qui vont l'apprendre pour améliorer leur pratique collective. Voilà, c'est deux choses, c'est deux situations, enfin de méthodes qui sont très différentes et qui sont pas suffisamment utilisées. La deuxième, en tout cas, pas suffisamment utilisée. Alors évidemment, chaque méthode doit s'adapter au contenu, aux objectifs, à la typologie de l'action. On y reviendra et j'imagine qu'il y aura pas mal de questions. Une chose importante, c'est que on pourra consacrer un guide, peut-être un webinaire autour de ça. Les méthodes ne sont pas interchangeables. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprenait quand on était petit, hein, à l'ANAES. On ne fait pas au hasard et on ne prend pas au hasard une méthode. On a des approches qui sont des approches par comparaison. On mesure les écarts entre sa pratique et les bonnes pratiques. Audit clinique, revue de pertinence, etc. On a des méthodes où on ne se compare pas. On travaille son raisonnement clinique. Les tests de concordance de script, par exemple. On a des approches par mesure régulière. C'est-à-dire qu'on ne compare pas sa pratique, mais on voit des résultats de soins et on regarde si les résultats de soins sont régulièrement bons. C'est les approches par indicateur. On a des approches sur lesquelles Bernard est revenu très, très fortement, les approches par problème où il s'agit de maîtriser collectivement, hein, les RCP, les RMM, les staff. Et donc, à chaque fois, pour rejoindre ce que disait Jean-Philippe, posez-vous la question de quel est mon objectif. Est-ce que c'est comparer une pratique? Est-ce que c'est faire travailler un raisonnement clinique? Est-ce que c'est faire travailler et réfléchir un groupe? C'est extrêmement important sur ce point. Enfin, le dernier, les outils pédagogiques qu'on passe, le dernier travail qu'on a fait, c'est définir les formats de DPC. Alors là, vous êtes plus habitués. Il y en a 4, hein. Le présentiel, le e-learning, la classe virtuelle et le format mixte qui associe plusieurs. Et là-dessus, d'ailleurs, ça a été un avantage de ces travaux. La Haute Autorité de Santé fait du e-learning une méthode. Ce n'est pas une méthode. On peut faire de la formation en e-learning, on peut faire de la simulation en e-learning, on peut faire de l'EPP, on peut faire de l'audit clinique. C'est un format
Clairement, ça sera tout l'intérêt de poursuivre d'ailleurs autour des exigences de ce format-là, indépendamment de la méthode. Ce qui est sûr, et peut-être Jean-Philippe, tu peux oui, résumer, avant de prendre les questions, je vais rappeler les règles de bonne pratique pour avoir une action de qualité. Donc effectivement, il faut que votre action, en pédagogie, en andragogie, il y en a qui disent tout ça est logique, c'est-à-dire effectivement il faut qu'il y ait une cohérence. Donc déjà la thématique, elle va dépendre, vous allez vous en inspirer des orientations prioritaires et des fiches de cadrage. Je veux plus voir des actions qu'on me propose en me demandant dans quel OP je la mets. Ça, c'est pas la bonne manière de procéder. C'est déjà, on regarde les orientations prioritaires, les fiches de cadrage, et ensuite, on se dit qu'on va faire une action qui la décline. Une fois qu'on a pris connaissance de cette fiche de cadrage, de ces orientations prioritaires, on définit des objectifs pédagogiques avec un public cible. C'est-à-dire, encore une fois, mon public, de quoi il a besoin sur ce sujet pour s'améliorer, pour mieux faire, pour être à niveau en termes de connaissances et de compétences. Une fois que vous avez ça, vos objectifs pédagogiques et votre public, tout ça coule de source. Et vous arriverez très facilement à définir la méthode pertinente, le format adapté, les outils pédagogiques. Mais vraiment, j'insiste, vous avez les orientations prioritaires, les fiches de cadrage, qui sont quelque part une définition a priori des besoins de DPC pour les professionnels de santé. Mais vraiment, vous devez définir des objectifs pédagogiques et des publics qui sont cohérents. Et une fois que ça est fait de manière cohérente, le reste découle de soi. Alors, on va répondre à quelques questions. Alors, il y en a déjà qui sont arrivées, que je vois. Et je trouve que celle-ci, elle est tout à fait intéressante. On a, par rapport à ce qu'on a dit, notamment sur la formation, que c'est important le monopro, parce que chacun a à apprendre dans sa spécialité. Il y a plein de réactions, qui sont des réactions d'ailleurs qu'on entend régulièrement. Mais que faites-vous de l'équipe de soins ? Psychiatres, généralistes et infirmiers ont chacun un rôle à jouer. Je suis choquée d'apprendre qu'un spécialiste, un généraliste et une infirmière n'auraient rien à apprendre ensemble. Là, je pense que c'est des points importants parce que ça revient très régulièrement. On a apprendre ensemble parce qu'on travaille ensemble, mais justement, peut-être Jean-Philippe, revenir sur ce point qui est un gros malentendu, je pense. Oui, enfin, effectivement, comment le dire autrement ? Enfin, le travail d'équipe, ou susciter un travail d'équipe, ou mieux s'entendre en équipe, ça passe pas nécessairement par du DPC. Déjà, c'est la première chose que je veux dire. Tout ne se résout pas par la formation, par le DPC. Il y a des choses qui sont organisationnelles, qui sont de l'animation d'équipe, etc. Et c'est pas nécessairement du DPC. C'est la première chose que je voulais dire. On a trop l'habitude, quand il y a quelque chose qui va pas, de dire on va former les gens et tout va se régler. Non. Il y a un moment, il y a de l'animation d'équipe, du management, un projet organisationnel à définir, et ce n'est pas ni de la formation ni du DPC. Ensuite, il faut bien distinguer, c'est ce que je disais tout à l'heure, que dans le cadre de la pédagogie ou de l'andragogie, pédagogie pour adultes, on définit des objectifs pédagogiques pour un public ou une personne en particulier, pour un profil particulier. Et mettre tout le monde dans la même action, ça peut avoir du sens, je l'ai expliqué, ou en interprofessionnel ou en pluriprofessionnel, mais encore une fois, ça dépend des objectifs pédagogiques que vous voulez atteindre. Si on reparle du psychiatre, du généraliste et de l'infirmier pour la dépression, ça va pas être la prise en charge de la dépression avec épidémiologie, signes cliniques, examen complémentaire, traitement, ça n'a aucun sens. Le psychiatre, lui, il va être intéressé par les traitements de deuxième, voire de troisième intention, la dépression résistante. Le reste, il le connaît déjà. L'infirmière, peut-être qu'effectivement, une action un peu généraliste globale, ça va l'intéresser pour la mettre à niveau sur ce sujet-là, parce qu'on sait que la formation initiale en infirmière, elle n'a pas le temps de couvrir tout de manière très, très importante. Et le généraliste, en revanche, ça va être effectivement peut-être un court rappel sur l'épidémio, les signes cliniques, mais ça va être davantage sur quel traitement de première intention je choisis, qu'est-ce que je repère comme signes qui font que là, je vais l'adresser tout de suite au psychiatre, à quel moment je me dis que mon traitement de première intention ne marche pas, etc. Et là, c'est vraiment pour le médecin généraliste. Si on met ces trois populations ensemble, il va falloir trouver les bons objectifs pédagogiques. Et là, c'est à vous de voir. Mais moi, j'en vois pas forcément énormément d'emblée comme ça. Ça peut être en collaboration ou coopération, comment
on discute ensemble. Mais ça me paraît peut-être un peu léger. Il y a d'ailleurs dans les questions une part de réponse. Et dans toutes les méthodes, quand je dis les méthodes, elles ne sont pas interchangeables, ça dépend de l'objectif. S'il s'agit d'apprendre quelque chose, la formation continue, c'est peut-être pas le pluripro. En revanche, si vous voulez faire travailler ensemble des gens, il y a peut-être d'autres méthodes. La simulation en santé, c'est certainement une méthode extrêmement importante pour faire travailler les gens ensemble. Je parlais tout à l'heure de la simulation de la prise en charge d'une hémorragie du postpartum au bloc, où personne n'apprend. Chacun est dans son rôle. Que fait la sage-femme, que fait l'anesthésiste, que fait l'infirmière, que fait l'aide-soignante, qui s'occupe du bébé, qui s'occupe de la mère, etc. Et c'était au fond, prise en charge d'un patient dépressif, il peut y avoir aussi des jeux de rôle où on travaille autre chose. À quel moment j'envoie au psychiatre? Quels sont les signes qui font que moi, infirmière, mais ce n'est pas effectivement apprendre, comme le dit Jean-Philippe, épidémiologie, etc., des différents points. Oui, moi je voudrais rajouter que je croyais avoir répondu à cette question tout à l'heure en parlant du multipro, du pluripro, de l'interpro et du monopro. Clairement, on peut réunir des publics différents en pluriprofessionnel. Si par exemple, encore une fois, c'est toute une question de cohérence et de pertinence entre l'orientation qui a été choisie et les objectifs pédagogiques qu'on s'est donnés en fonction de la cible qu'on a déterminée. Tout ça doit être parfaitement cohérent. Et si ça ne l'est pas, ça va déconner. Donc, si par exemple on veut réunir un chirurgien, un anesthésiste, un médecin généraliste et une IBOD, on va travailler par exemple sur le RAC. La réhabilitation rapide après chirurgie ambulatoire. Pourquoi pas? Mais il faut que tout ça soit parfaitement bien construit. En revanche, en interpro, on peut mélanger des publics différents et il faut travailler là sur les prises en charge coordonnées pluridisciplinaires. Et donc, on avait un seul exemple jusqu'à présent qui n'a pas très bien marché d'ailleurs et qui remonte déjà un peu loin, c'était le PAERPA. Où là, vraiment, on mélangeait des publics qui étaient tous habilités à prendre à un moment ou à un autre en charge un patient complexe. Et ça, c'est du travail qui se fait clairement en interpro et qui se constitue dans des équipes constituées, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on peut tout mélanger à condition que ça soit parfaitement toujours cohérent entre ce qu'on a dit qu'on voulait faire et ce qu'on va faire. Alors, il y a des questions sur... Alors, là, c'est vraiment un message qu'on a envie de poser, qui disent, vous avez parlé de méthodes, les TCS, les vignettes cliniques, la simulation, mais nous, on n'est pas formés. Où est-ce qu'on peut se former en France, etc. Déjà, on va essayer, nous, de vous donner quelques clés. Ça existe. Il y a un bel outil qui s'appelle Google. Vous faites... et ça propose un certain nombre de formations. Moi, j'ai envie de dire quelque chose à l'ensemble des organismes que vous êtes. Si vous n'êtes pas formé, si vous ne savez pas faire, a priori, attendez. Il n'y a aucune obligation de déposer à tout prix des actions utilisant les TCS, les vignettes cliniques, etc., quand on ne sait pas le faire. Il y a le champ de la formation sur lequel vous êtes plus habitué. On va revenir sur l'audit clinique, qui est quand même peut-être plus simple dans sa construction. Attention de ne pas vouloir à tout prix utiliser toutes ces méthodes sans les maîtriser. C'est bien sûr la difficulté qu'on rencontre. Et de façon claire, formez-vous, et tous les organismes de DPC ne sont pas obligés d'attendre les méthodes. Didier ? Oui, je rajouterais ça par rapport à ce que vient de dire Michel, c'est qu'on a vu l'évolution de très très bonnes formations que l'on avait agréées parce qu'elles étaient vraiment très très bonnes et qui ont été modifiées en programme intégré avec un audit clinique qui ne correspondait absolument pas. Ce qui fait que ce qu'on avait accepté d'un côté, on l'a refusé de l'autre. Donc ça, c'est vraiment attention de ne pas vouloir faire absolument des programmes intégrés en incluant de l'audit clinique. Oui, Jean-Philippe le dit, on préfère une très bonne formation continue, même si on essaie de pousser le PP, la gestion des risques,
à une mauvaise action de PP ou un mauvais programme intégré qui ne serait pas cohérent de bout en bout. Oui, je crois que c'est l'objectif de ces webinaires et comme l'a dit Michel tout à l'heure, on en fera d'autres. On a aujourd'hui plein de points de confusion qui fait que effectivement ceux qui décident de se lancer dans le PP, n'ayant pas parfaitement intégré les méthodes, confondent audit et QCM. Micro. Ça, c'est très très fréquent. Oui. Micro. Il faut que je parle dans le micro, c'est terrible. Je vais le laisser allumer tout le temps, comme ça ce sera plus simple. Cas clinique et vignette clinique. TCS, RMN et EIAS, groupe de pairs, RCP, staff, simulation, jeu de rôle. Tout ça, aujourd'hui, n'est pas intégré, n'est pas bien compris et n'est pas utilisé à bon escient. Voilà. Donc, il faut qu'on refasse de la pédagogie sur chaque chose. Aujourd'hui, on se concentre sur l'audit et on reviendra sur tous les autres. Bon, l'essentiel des questions qui arrivent, là, c'est déjà sur l'audit. Donc, voilà, c'est l'occasion de passer à l'audit. Et je passe la petite manette et la parole à Jean-Philippe. Oui, donc c'est moi qui ai la lourde tâche d'essayer de vous rendre l'audit clinique plus digeste ou compréhensible. Donc, j'espère que je vais réussir. Donc, déjà, juste un rappel de ce qu'est l'audit clinique, ça porte sur une pratique clinique. Le mot clinique... il n'est pas inutile, il a un sens et il n'est pas là pour rien. C'est pas l'audit d'organisationnel, de process ou de structure, c'est un audit clinique. Donc ça porte clairement sur une procédure un process diagnostique, thérapeutique, une prise en charge. C'est vraiment la façon dont vous prenez en charge le patient et pas sur comment vous vous organisez, comment vous faites une pratique en général. C'est vraiment sur votre pratique vis-à-vis d'un patient. En fait, si je confonds les boutons, ça va pas aller. Là. Je dois bosser avec la main de gauche et la main droite, c'est pas évident. Donc, ce que n'est pas l'audit, ce que je vous disais, donc c'est pas une enquête de pratique. Donc, tout ce qui serait ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire devant tout patient je fais, avec toute ma patientèle j'ai fait ci. Pour chaque patient, je fais ça. Ça, déjà, on est dans de l'enquête de pratique. C'est-à-dire, c'est en général, j'interroge le professionnel à un instant T, je lui dis, tiens, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Là, on est dans de l'enquête de pratique. On n'est pas dans de l'audit clinique. C'est pas non plus un audit de tenue de dossier. Donc, tout ce qui est, j'ai bien écrit dans le dossier telle chose, ou le dossier a bien telle chose, etc. On n'est pas non plus dans de l'audit clinique. On ne questionne pas la prise en charge du patient. Là, on est en train d'interroger, est-ce que vous avez bien renseigné le dossier ? Donc, ce n'est pas la question. Et enfin, un dernier point, je vais m'y attarder un tout petit peu. L'audit clinique, il n'est pas prospectif, il est rétrospectif. Et pourquoi ? Pour une raison toute simple. Alors peut-être tu peux préciser ce qu'est la différence entre prospectif et rétrospectif ? Donc, prospectif, c'est-à-dire vous avez une grille d'audit et vous l'appliquez à chaque nouveau patient. Rétrospectif, c'est à un instant T, vous prenez à partir de critères, on y reviendra, un certain nombre de patients et vous les screenez à l'aune de la grille que vous avez. Dans un cas rétrospectif, vous êtes vraiment dans l'évaluation de la pratique puisque vous regardez sur les patients que vous avez déjà pris en charge ce que vous avez fait à l'aide de cette grille d'audit. Si vous êtes en prospectif, c'est-à-dire que pour chaque patient, vous passez la grille d'audit au moment où vous le prenez en charge, vous induisez de fait d'emblée la bonne pratique. Donc vous n'êtes pas dans l'évaluation. Vous êtes dans la mise en place ou la mise en œuvre d'une reco de bonne pratique en s'appuyant sur un outil. C'est typiquement la checklist au bloc opératoire ou des choses comme ça. Donc, on n'est pas du tout dans de l'évaluation de pratique qui permet ensuite de l'améliorer. On est d'emblée dans la mise en place de la bonne pratique. Donc, vraiment, l'audit clinique, il est rétrospectif. Alors, il y avait une question que je voyais tout à l'heure qui était dès que je viens de prendre en charge mon patient, est-ce que je peux d'emblée me ruer sur la grille d'audit clinique pour remplir la grille tout de suite après l'avoir vue ? Parce que ça veut dire que ça peut éventuellement marcher pour le premier patient, vous serez effectivement rétrospectif, mais le deuxième, le troisième ou le quatrième, vous aurez déjà connaissance de la grille d'audit, donc vous serez déjà en fait dans de la prise en charge quelque part induite par la bonne pratique de la grille. Donc clairement, c'est un instant T. On prend les 10 derniers patients qu'on a pris avant de démarrer la démarche d'évaluation de pratique professionnelle. Et c'est vraiment très important, ça conditionne la méthode. Ensuite, la préparation de l'audit clinique. Donc,
Déjà, je vais y revenir. L'audit clinique, c'est une pratique fréquente sur laquelle il existe des recommandations de bonne pratique et des points critiques identifiés. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de s'auditer sur quelque chose qu'on voit 3 fois de l'an. L'audit clinique n'est probablement pas la bonne méthode. L'audit clinique, c'est vraiment quelque chose que je prends en charge régulièrement et sur laquelle il y a des enjeux d'amélioration de la pratique avec des points vraiment importants qui impactent potentiellement la prise en charge du patient. Donc, on est vraiment là-dedans. Faut que ce soit le mot critique, là, est hyper important. Il faut que les critères soient pertinents et portent sur ces points critiques. Justement, pour bien faire comprendre, peut-être Didier Griffith, Bernard ou toi, Jean-Philippe, dans ta pratique de médecin, c'est quoi un point critique ? Je vais peut-être d'abord, si je peux me permettre, revenir sur la pratique fréquente. Oui. La pratique fréquente, ça va aussi dépendre du public ciblé. Je vais prendre un exemple bien précis chez nous. Chirurgien dentiste, moi je fais de la gériatrie aussi. Et donc un enfant arrive chez moi avec un traumatisme dentaire, avec une dent expulsée, avec une dent incluse, avec beaucoup de choses. Je suis capable de réagir sur le moment de ce qu'il faut que je fasse et que je ne fasse pas, mais je ne peux pas faire de l'audit clinique parce que j'en ai un par an. Donc comme j'en ai qu'un par an, je ne peux pas utiliser les 10 derniers dossiers, parce que la plupart du temps, quand cet enfant arrive ici, je vais faire les soins d'urgence entre parenthèses, et après je vais l'adresser à un dentiste pédiatrique. Et donc cet dentiste pédiatrique, lui, peut faire cet audit clinique, parce que lui, il reçoit en permanence les enfants, et avant et après. Donc là, on se retrouve dans une pratique fréquente. D'où l'importance du public ciblé. Et souvent, on voit, nous, quand on observe, chirurgien dentiste, omnipraticien pour un traumatisme chez l'enfant. Ben non, ça ne fonctionne pas, parce que justement, on n'a pas précisé le public ciblé et on n'a pas donné des critères d'exclusion ou d'inclusion. Donc ça, c'est notre gros problème. La deuxième chose, je continue sur les points critiques identifiés. Une pratique fréquente chez nous, c'est le détartrage. Tout le monde connaît, on y va tous, normalement on devrait tous y aller. Le détartrage en pratique courante, il n'y a pas de point de critique. Parce qu'il n'y a pas grand risque d'avoir des abcès parodontaux ou quoi que ce soit, c'est excessivement rare. En revanche, ce détartrage fait sur un diabétique, il peut y avoir des pratiques critiques, des points critiques, pardon. Et là, à ce moment-là, ça devient une pratique fréquente avec un point critique identifié. Ce qui est totalement différent. Donc ça, je crois que c'est ça qui, pour nous, qui est important. C'est un très bon exemple. Ouais. Pas la peine de s'auditer sur quelque chose sur lequel il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu et globalement, la pratique est bien faite. Bernard ? Oui, on va prendre le même schéma que Didier. Pratique fréquente, c'est essentiel. Et dans la pratique fréquente, il faut fabriquer notre grille d'audit, choisir ses critères en fonction des objectifs qu'on a choisis. Alors, par exemple, en médecine générale, pratique fréquente, le diabète de type 2. Mais si ma formation est en fait axée sur le risque cardiovasculaire du diabète de type 2, alors on va axer sa grille d'audit sur le repérage et le choix des critères qui sont des critères de repérage et d'évaluation du risque cardiovasculaire du patient donné. Et quand on a fait ça, on a ciblé des points critiques qui sont en fait des points de perte de chance pour le patient. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vérifié les antécédents familiaux cardiovasculaires proches avant 55 ans, etc., etc. Enfin bref, je ne vais pas vous faire la grille d'audit ici, mais il y a... Voilà. Et donc dans sa grille d'audit, non seulement on va choisir tous ces critères-là, et qui seront bien en adéquation avec son programme et le titre de son programme dans l'orientation choisie. Mais en plus, on peut ajouter dans sa grille, moi dans les grilles d'objectifs, dans les grilles d'audit, j'aime bien qu'il rappelle des objectifs en tête et qu'à la fin, il y ait un certain nombre de liens qui renvoient vers les recommandations qui sont utilisées
qui valide les critères de la grille. Hein. Pas hésiter, parce que c'est aussi ça. Faire un audit, c'est aussi se former quelque part en se disant mais pourquoi il me demande ça? Parce qu'il y a la recommandation là-dessus et on lui colle le lien sur la recommandation pour qu'il la relise et qu'il s'aperçoive bien que par exemple une insuffisance rénale, ça a 5 grades. S'il ne le sait pas, c'est intéressant qu'il ait la grille. C'est un point cher à Didier aussi, que la grille s'appuie sur des recommandations de bonnes pratiques. Ah oui. Nous, on a un gros problème, c'est qu'il faut absolument que ça s'applique sur des recommandations de bonnes pratiques. Alors, on a un exemple à l'heure actuelle, c'est que sur l'implantologie, les recommandations datent de 2005 et de 2008 par l'AHS. Elles sont complètement obsolètes et elles n'ont pas été remises à jour. Donc, le problème que l'on a, c'est pas un problème d'ailleurs, la décision que l'on prend en réunion plénière de la commission, c'est de dire si on s'appuie sur ces recommandations, elles sont obsolètes, donc on ne peut pas faire une formation ou un EPP qui soit valable par rapport à ça. Existe-t-il des nouvelles orientations, des nouveaux comment dirais-je, des consensus. Et là, c'est très important. Parce que par rapport à ça, s'il y a un consensus, il faut que ça soit consensuel. Alors, les recommandations de bonne pratique, ça peut être d'un collège des enseignants, ça peut être par bien sûr un état étatique, la HAS, ça peut être aussi par les sociétés savantes qui vont faire des recommandations de bonne pratique, mais ça veut dire que c'est consensuel. Donc quand on retrouve des recommandations en disant oui, mais un tel, il a écrit son bouquin, et fin de compte, on s'appuie dessus pour faire notre audit clinique, on ne peut pas l'accepter, c'est pas consensuel. Il faut absolument que ça soit non discutable par la profession. Donc ça, c'est important. On retrouve, par exemple, dans certaines choses, dans le traitement des orthopédies dentofaciales, vous savez, tous les gamins qui ont des petites bagues en haut et en bas, il y a plusieurs courants. Et donc, la personne qui fait un audit en prenant le courant A est totalement en désaccord, celui qui fait l'audit dans le courant le B. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consensus. Donc, on ne peut pas faire un audit par rapport à ça. Il faut vraiment qu'on ait cette notion de consensus. Alors là, comme l'a dit Michel, en plus, l'audit, typiquement, c'est une action que vous pouvez décliner pour le dentiste de Marseille, le dentiste de Metz et le dentiste de Brest. Donc, alors, il y a des questions, alors, je sais, les questions devaient arriver après, mais là, je trouve que c'est important pour que vous précisiez des choses. Il y a des questions qui montrent qu'on va peut-être un peu vite. Et que pour les gens, c'est pas si simple. Il y a une question sur... Est-ce que vous précisez ce que vous entendez par démarche prospective et rétrospective? Et puis, une autre qui est assez intéressante, qui vous dites que l'audit clinique, c'est pas un audit de dossier, mais de nombreux retours. Nous ont demandé de modifier nos indicateurs parce que les indicateurs choisis ne pouvaient pas être retrouvés via le dossier du patient, alors quid? Je pense que ça, c'est des points sur lesquels il faut revenir parce que c'est quoi prospectif, rétrospectif, et c'est quoi des critères qu'on doit pouvoir retrouver dans le dossier patient mais qui ne sont pas un audit de dossier? Alors déjà prospectif, rétrospectif. Donc prospectif ça avance, rétrospectif c'est en arrière. Donc déjà voilà. Donc prospectif, c'est-à-dire que vous allez faire de l'audit pour chaque nouveau patient qui entre. Mais si vous faites ça d'emblée dès votre premier tour ou même après, c'est que vous avez la grille d'audit sous les yeux quand vous prenez en charge le patient. Donc de fait, vous le prenez en charge avec la bonne pratique sous les yeux. Donc, vous n'êtes pas dans une démarche d'évaluation de votre pratique en vue de l'améliorer. Vous l'améliorez d'emblée ou vous êtes d'emblée dans une démarche, dans une prise en charge qui s'assoit sur une grille, quoi. C'est ce que je vous disais avec la checklist au bloc opératoire. C'est pour chaque patient en bloc, avant d'opérer, on vérifie et on coche toutes les cases que tout a bien été vérifié. On est dans une démarche prospective. On ne fait pas la checklist une fois que le patient il est en salle de réveil, il a été opéré. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc la checklist, elle se fait de manière prospective à chaque patient. Rétrospectif, c'est j'ai pris en charge 10, 20, 30, 50 patients pour une pathologie donnée dans l'année. Et je me dis qu'il y a peut-être des choses que je dois mieux faire ou sur lesquelles je dois m'améliorer. Et je vais faire un audit clinique. Et là, je rentre dans la démarche. Et pour m'évaluer, je vais prendre parmi tous les patients que j'ai vus avant, une dizaine, en fonction de critères de sélection, donc d'inclusion et d'exclusion
très précis parce que On va y j'y revenir reviendrai, à ça. Ouais. mais voilà. Et je vais passer la grille d'audit a posteriori sur ces patients-là. Voilà. Est-ce que sur chaque patient, j'ai bien fait ce que j'aurais dû faire? Et là, on est dans la démarche rétrospective. Comme ça nous permet d'évaluer la pratique qu'on a fait. Et ensuite, fort de cette évaluation, de mettre en place et d'identifier des actions d'amélioration. En fait, dans le cadre d'une utilisation prospective, c'est comme un guide de consultation, quoi. Exactement. Et je reçois le patient, ah tiens, je vais lui demander ça, mais je n'évalue rien, je fais ce qu'il y a écrit. Voilà. Et alors, ça, parce qu'on a beaucoup la question, audit tenue de dossier versus audit clinique sur des indicateurs traçables. Alors, comment dire? Je vais prendre un exemple. L'antibiothérapie, est-ce que je l'ai bien réévalué à 48-72 heures? Donc, la question de la grille d'audit, ça va être, j'ai réévalué l'antibiothérapie à 48-72 heures. Ok, donc ça, c'est pour voir est-ce que j'ai récupéré l'antibiogramme, est-ce que finalement il n'y a pas de bactéries qui a poussé, et si l'antibiogramme est revenu, est-ce que je change ou pas mon antibiotique pour prendre un spectre plus étroit. Donc ça, c'est la grille d'audit, c'est-à-dire j'ai réévalué à 48-72 heures et j'ai rétréci le spectre de l'antibiotique, etc. Donc là, on est dans de l'audit clinique. Si vous me mettez comme critère, j'ai bien noté dans le dossier que j'avais réévalué. Là, vous regardez dans votre dossier si vous avez écrit... Enfin, vous êtes dans la tenue du dossier, mais là, c'est encore, ça pourrait... On est dans la façon dont on rédige le critère, mais souvent, il y a j'ai bien noté les antécédents, le nom et le prénom du patient dans le dossier. Ça, c'est pas le sujet. On n'est pas sur le point critique. C'est pas l'objet. On a vu des choses très... je fais en sorte de créer un climat de confiance avec mes patients. Alors là, c'est même pas dans le dossier. On n'en sait rien du tout. C'est votre métier. Oui, c'est votre métier, ça ne s'audite pas, quoique. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Et alors, il y a une autre question, toujours dans le... Mais vous voyez, pourquoi ne pas reprendre les 10 mêmes dossiers lors du deuxième tour d'audit? Parce que c'est fini, quoi. Enfin, si vous les avez mal pris en charge, vous n'allez pas mieux les prendre en charge après. C'est de nouveaux patients par rapport auxquels vous allez pouvoir évaluer si votre pratique s'est modifiée, s'est améliorée, et si désormais elle est conforme aux recommandations ou au consensus. Reprendre les mêmes, ça n'a pas de sens. Une fois que vous les avez bien ou mal pris en charge, il n'y a plus rien à faire. C'est fini, c'est derrière vous. Comme disait Jean-Philippe, c'est derrière. Voilà. Bon, si je peux me permettre, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire sur tout ce que je viens d'entendre. Non. Et alors, excusez-moi. Donc, démarche rétrospective pour l'audit de démarrage et démarche prospective 3 mois après? Non, jamais. Ce n'est qu'une démarche rétrospective. D'où d'ailleurs, on y reviendra, la question du délai. Vous dites 1 mois. Non, en 1 mois, vous n'avez peut-être pas le temps d'avoir vu les 10 patients. Et vous n'avez pas le temps de faire du rétrospectif. Nous n'acceptons pas, dans le cadre du DPC, des audits réalisés selon une démarche prospective. Avant, c'est les 10 dossiers par rapport à des critères d'exclusion sur lesquels ils vont revenir, que j'ai suivis sur telle ou telle pathologie. Je pose des axes d'amélioration. Après, et c'est peut-être pas 1 mois, 3 mois, en fait, bonne action, c'est 6, 7, 8 mois, et puis c'est récurrent. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs de rentrer l'audit bien fait dans une action de DPC. C'est aussi du rétrospectif. Globalement, normalement, je sais ce qu'il y a à faire et je reprends 10 dossiers patients et je regarde si ce coup-là, c'est bien. Et puis s'il y a encore des problèmes, je me dis, mince. C'est comme si vous faites un contrôle avec les solutions. Mais oui, c'est ça. Vous n'allez pas contrôler avec la solution sous le nez. C'est un très bon résumé. Vous vouliez ajouter... Oui, mais parce que c'est pour ça qu'il faut que la pathologie soit fréquente, très fréquente, pour qu'on puisse en voir souvent et les revoir plus tard, pas trop tard. Si on voit que les gens qu'une fois par an ou tous les 2 ans, c'est pas la peine de faire un audit là-dessus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais clairement, quand on a bien fait sa grille, on va rechercher dans tous ces dossiers rétrospectivement de tous ces patients
Et on est censé les revoir dans les 3 mois qui viennent. Et c'est pour ça qu'on met un délai qui n'est pas 1 semaine, 3 semaines, machin, ça ne suffit pas. Il faut au moins 3 mois, dit-on. Au moins 3 mois. Pour ce que, quand on a... ça s'applique volontiers aux pathologies chroniques aussi, hein, parce que c'est des gens qu'on va revoir souvent. Si on ne les revoit pas souvent, c'est difficile. De toute façon, je dirais que ce discours est un peu sibyllin. On est en audit dans le rétrospectif, sûrement et tout le temps. Ouais. Mais... quand on a bien intégré sa grille dans sa tête, ça devient totalement prospectif. C'est-à-dire qu'elle devient implémentée dans sa pratique en routine. Et quand on a implémenté dans sa pratique en routine une grille d'audit, on a gagné. Voilà. Mais c'est pas dans le cadre d'une action de DPC, c'est dans sa pratique, quoi. Jean-Philippe, tu poursuis ? Ah non, Didier voulait peut-être une chose sur la pratique clinique. Il y a des mots que l'on voit, nous, au niveau des grilles. On va garder le diabète parce que justement, ça intègre pas mal de professions qui s'occupent du diabète. Je prescris systématiquement un antibiotique. Ça ne veut rien dire. Parce que si vous avez fait un diagnostic sur un patient diabétique qui présente des caries, où il a besoin d'un détartrage, où il a besoin d'une extraction, où il a un problème d'infection, pour soigner une carie, je n'ai pas besoin de prescrire un antibiotique. Ah oui, c'est même inquiétant que ce soit un critère de bonne pratique. Le mot systématiquement, je prescris, n'a pas de valeur. Et du coup, ça me permet d'enchaîner, Didier, sur le fait que... donc déjà, c'est minimum 10 dossiers avec ce qu'on s'est dit, vous pouvez le comprendre aisément. Et ensuite, ça doit vraiment être défini par des critères d'inclusion et d'exclusion des patients qui sont spécifiques à la pratique auditée et aux objectifs de l'audit. C'est vraiment, ça doit être, encore une fois, on est dans de la cohérence. Si votre objectif, c'est d'améliorer la prise en charge de telle chose, il faut que vos patients inclus dans le cadre de l'audit aient cette chose qui est justement évaluée. Sinon, c'est compliqué. Alors, il y a une question, mais voyez ça, la deuxième phase de l'audit peut-elle ou doit-elle porter sur les mêmes patients ? Ça peut, ça doit pas, ça peut, mais dès lors que vous l'avez revu entre-temps, et que les critères soient des critères de prise en charge, non pas de première intention, tout dépend du critère, mais de suivi. Parce que sinon, si c'est des critères de première intention, j'ai fait, etc., le même patient, en plus, s'il ne revient pas pour la même pathologie, ça n'aurait pas de sens. Ou si... ça y est, en tout cas, là, pour le coup, si c'est le même patient, on ne sera pas dans une grille d'audit de diagnostic, typiquement. Par exemple. Le diagnostic est Par posé. exemple, ouais. On peut être dans une grille d'audit de suivi, typiquement un patient diabétique, il faut lui faire régulièrement tels examens pour surveiller sa fonction rénale, son œil, etc., toutes les conséquences micro- et macro-angiopathiques du diabète. Donc là, éventuellement, pourquoi pas. Mais si alors on justement, est sur, c'est toute la question des critères d'inclusion-exclusion. Là, je pense oui, voilà. qu'il faut Donc y revenir. typiquement, si c'est sur le diabète, ça va pas être n'importe quel moment du diabète. Ça va pas être sur le diagnostic du diabète, en même temps le suivi, en même temps la prise en charge. Ça va être vraiment sur un type de patient en particulier sur laquelle il y a des éléments très définis et circonscrits à évaluer. Oui, les critères d'inclusion, c'est très important parce qu'effectivement, ça dépend encore une fois du titre de son action. Je prenais l'exemple tout à l'heure du diabète. On reste sur le diabète parce que c'est facile, hein, et puis c'est fréquent, malheureusement. Si le titre de l'action, c'est dépistage du risque cardiovasculaire chez le diabétique de type 2, alors on va avoir des critères d'inclusion ce sont des patients adultes, pas des enfants. Ce sont des diabétiques de type 2, pas de type 1. Sans antécédent personnel d'insuffisance cardiaque, puisqu'on veut le dépister, c'est qu'ils n'en ont pas déjà. Voilà. Donc on se met des critères d'inclusion très précis qui permettent de servir les objectifs pédagogiques qu'on s'est donnés. Voilà, ça c'est important. Je vais en profiter justement pour revenir 2 secondes sur le dossier médical. Effectivement, on ne fait pas d'audit de la tenue du dossier médical, mais je vais dire que le dossier médical bien tenu est consubstantiel de la réussite de l'audit. Oui, ça c'est évident. Bien sûr. Et souvent, et c'est pour ça, vous voyez, quand je disais le programme intégré n'est pas l'alpha et oméga, en pensant que dès qu'il y a un écart de pratique, c'est parce que je ne suis pas formée. Parfois, au fond, j'ai l'impression que j'ai fait, mais c'est
pas tracé, c'est pas noté. Donc, alors ça me renvoie pas à la pratique clinique, mais ça m'améliore peut-être ma traçabilité du dossier parfois. Et donc il y a alors il y a plein de demandes. Je le dis parce qu'il y a plein de demandes d'exemples. Avez-vous un exemple d'audit clinique de diagnostic qui soit pertinent? Avez-vous des exemples? Alors, clairement, on n'est pas là pour donner des exemples. Et je crois que tout ce que disent mes collègues montre que ça se construit vraiment en fonction d'objectifs précis. Ça se construit vraiment par rapport à ce qu'on recherche. Ça se construit vraiment par rapport à qui on inclut, qui on exclut. Peut-être casser un mythe, tout n'est pas propice à de l'audit, quoi. Oui. Non, mais... oui. Mais peut-être... Oui, non, mais exactement. Enfin, je pense que tout... c'est ce qu'on vous disait au début sur les méthodes sont adaptées et toutes ne sont pas interchangeables. Bah, peut-être que tout ce que vous voulez ou tout ce que vous voulez faire comme action de DPC ne se prête pas à un audit et peut-être que la formation continue suffit. Voilà. J'enchaîne ? Allez. Allez. Sur les critères de la grille d'audit. Ah oui, là, il y a des questions d'ailleurs. Combien de critères? Comment voilà. Alors, donc, les critères de la grille d'audit. Donc, effectivement, ils doivent être nécessaires et suffisants. Alors, je vais botter en touche tout de suite. Je ne vais pas vous dire combien il en faut. Il faut qu'ils soient nécessaires et suffisants pour balayer en fait les points critiques de la prise en charge que vous évaluez. Si y a 10 points clés pour la prise en charge que vous voulez auditer, ça va être 10 critères. S'il y en a 5, c'est 5. Ça va dépendre de la pratique que vous auditez. Après, en revanche, là, attention, je le dis, tout le monde ouvre grand ses oreilles. Chacun des critères doit pouvoir concerner chacun des patients inclus. Ça, c'est capital. La grille doit pouvoir être déclinée dans son entièreté pour tous les patients inclus. Typiquement, l'audit pour genre le sevrage tabagique, où la première question, c'est « j'ai demandé au patient s'il voulait se sevrer ». Une fois qu'il a dit non, votre grille, elle tombe à l'eau. Ou d'ailleurs, s'il fume, parce que s'il fume pas... Non, mais tu peux te dire qu'au moins le critère d'inclusion, c'est tel patient est fumeur. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ce qu'on reçoit. Hein. Mais voilà, donc l'idée, c'est que chacun des critères de la grille doit pouvoir être décliné pour chacun des patients inclus. Alors, c'est le problème. Pour prendre un exemple qu'on voit, un programme intégré, c'est pour ça qu'il faut se méfier du programme intégré. C'est pour les médecins généralistes, sont les pathologies dermato. Et donc, il y a un audit. Mais l'audit, chaque critère renvoie à une pathologie dermato différente. Donc votre patient, il n'aura pas la gale, l'eczéma, la varicelle et les résipelles en même temps. Ça n'a pas de sens. Ou alors il a vraiment pas de chance. Ouais, il est mal. Ouais. Voilà. Donc ils sont construits, et je le répète, sur la base de références scientifiques validées et clairement citées. On doit savoir sur quoi vous vous appuyez pour dire que ça, c'est un critère de bonne pratique et un critère critique de prise en charge. C'est des points qui vont être regardés de près par les commissions scientifiques indépendantes. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Voilà. Et ils doivent décliner cette bonne pratique de prise en charge. Typiquement, on sait qu'il faut réévaluer l'antibiothérapie à 48-72 heures. Le critère, c'est j'ai réévalué à 48-72 heures l'antibiothérapie. Ils doivent être objectivables et mesurables. C'est-à-dire, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce que ça se retrouve dans le dossier patient? Et ça doit être objectif. C'est-à-dire, j'ai parlé au patient avec bienveillance. Ou alors, comme c'est Bernard, il vaut mieux. Il faudrait vraiment être très honnête avec soi-même pour se dire que celui-là, je ne lui ai pas du tout parlé avec bienveillance. C'est possible, mais déjà, est-ce qu'on s'en souviendra et est-ce qu'on l'écrira dans le dossier patient? J'ai rebouché mon flacon d'antiseptique. Non plus. En plus, vous en souvenez pas. Enfin, il vaut mieux. Ça fait partie des choses qu'on apprend. Je l'ai écouté avec bienveillance. J'ai mis un climat de confiance. Tout ça, ce ne sont pas des critères objectivables ni mesurables. Voilà. Et enfin, j'ai donné l'information appropriée au patient. C'est quoi l'information appropriée? Vous voyez, parce qu'on retrouve ça aussi. Et enfin, ils doivent être accessibles dans le dossier du patient. Donc, encore une fois, si c'est j'ai donné l'information appropriée au patient, déjà le critère va être beaucoup plus précis, c'est-à-dire je l'ai informé de tel risque, de tel acte, et c'est normalement quelque chose que vous êtes censé médico-légalement écrire dans le dossier. J'ai informé le patient
du risque de tel truc, etc. Et là, dans ce cas-là, vous tombez sur un objectif objectivable, mesurable et accessible dans le dossier patient. Alors, on nous reproche justement la formulation des critères, il s'agit d'une injonction, mais au fond, un critère est une injonction. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Ah bah c'est ce qu'il faut faire, oui. Il porte en lui la bonne pratique. Voilà. Donc la bonne pratique est une injonction. Alors après, un médecin peut répondre non en sachant pourquoi il ne l'a pas fait. Ah oui. Vous voyez, c'est l'injonction. Je reprenais en préparant truc, moi j'ai été formée, comme je ne suis pas médecin, j'ai mes 3 exemples. Dans le cadre d'une entorse bénigne de la cheville, on ne fait pas de radio. C'est des critères d'Ottawa, donc voilà. Et il y a des médecins qui disent bah, j'en ai fait. J'en ai fait, ça ne veut pas dire, vous voyez, il n'a rien à apprendre, il les connaît, les critères d'Ottawa. Donc ce n'est pas la peine de le former. Il sait pourquoi il l'a fait. Le patient l'a exigé, il a eu la trouille pour des critères médico-légaux, qu'on l'attaque s'il était passé à côté de quelque chose, il a fait la radio pour se couvrir. Et il peut l'expliquer. Voilà. Donc c'est une injonction, on n'en fait pas. J'en ai fait, mais je peux l'expliquer autrement que j'étais pas au courant, quoi. Bah oui, parce que je ne l'ai pas examiné, donc il y avait une fracture du 5e métal. C'est ça. Bon, moi, je vais revenir par rapport à notre CSI. Concerne chacun des patients inclus, je ne peux pas, dans ma grille, avoir un critère qui va correspondre à un patient qui a une cardiopathie, celui qui a un diabète et une femme enceinte. Parce que forcément, ça ne va pas concerner chacun des patients inclus. Donc ça, forcément, on va taper en touche. Je vais revenir sur le référence. Ou un enfant, une femme enceinte. Oui, non, mais on en trouve. Hein. Enfin, c'est pour ça que je prends cette truc qui peut être caricatural, mais on trouve dans un critère d'inclusion. Enfin, c'est pas possible. La référence scientifique, on en a parlé un peu. J'insiste sur le fait que vous avez des pathologies, par exemple la prise en charge du syndrome de Goldenhar, où il y a un consensus, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de consensus dessus. Donc ce n'est pas la peine de faire un audit clinique sur ce cas bien précis. Ça n'existe pas. Donc forcément, ça sera tapé en touche par la commission qui dira « vous ne vous êtes pas appuyé sur des références scientifiques, donc on ne peut pas faire un audit clinique, même si la formation, s'il y en a une, est très bonne. » Donc c'est surtout ça que je voulais dire. Bernard ? Non, moi je veux rebondir là-dessus parce que c'est très important. Quand on choisit des critères pour une grille, l'élaboration d'une grille d'audit, il faut quand même que ces critères correspondent effectivement à des recommandations de bonne pratique. Je disais tout à l'heure, c'est pourquoi il est bon d'ailleurs de les rappeler à la fin de la grille et de mettre éventuellement le lien vers la recommandation pour que les gens sachent bien qu'il s'agit de ça. Maintenant, comment choisir et comment être sûr que le critère qu'on a choisi correspond à des recommandations de bonne pratique de haut grade? C'est ça la question. Donc aujourd'hui, il faut effectivement documenter, si possible, quand on a choisi un critère, quand on a choisi une recommandation, dire d'où elle vient et de quel niveau de preuve et de quel grade il s'agit. Et donc, je recommande à tous les opérateurs qui sont là la lecture, même transversale, de la recommandation HAS qui s'appelle « Niveau de preuve et gradation », qui date de 2013, je crois, et qui permet de savoir si on est dans le grade A, de très haute fiabilité, ou si on est dans le consensus d'experts, qui est finalement un grade C, mais qui est tout à fait recevable. Voilà. Mais on ne peut pas s'appuyer, parce que de temps en temps, on le voit en biblio, sur le livre à peu près inconnu de lui et de ses amis, du docteur Bidule, qui a trouvé des critères bien à lui. Ça, c'est pas possible. C'est de l'autoréférencement. On ne peut pas faire de l'audit sur de l'autoréférencement. Et le dernier point qui du coup découle de tout ça, a priori, une fois qu'on a dit tout ça, la bonne pratique, elle n'est pas censée évoluer du premier au deuxième tour, donc forcément la grille, c'est la même entre le premier et le deuxième tour. Oui. Voilà. C'est la même. Voilà, c'est la même. Et c'est. Alors, on a une question, on y a un peu répondu. C'est quoi le délai entre les 2 tours? Alors, il y en a qui disent « Mais pourquoi il faut attendre 1 mois ?» Il y en a qui disent « Pourquoi il faut attendre 3 mois ?» Moi, je vais vous passer la parole. Un vrai audit qui a du sens, c'est même pas 1 mois, 3 mois, c'est bien au-delà.
en fait, on tient en 1 mois, 3 mois, parce que, allez, je vais vous le dire, vous voulez à un moment pouvoir nous adresser la demande de solde et être payé. Et maintenir les professionnels mobilisés. Et maintenir les professionnels mobilisés. On a eu pas mal de questions là-dessus, sur, on va pas les mobiliser. Mais le sens de l'audit, et c'est pour ça que j'ai démarré cette réunion en vous disant que ce sont des méthodes de démarche qualité en santé qu'on essaye de faire tenir en action de DPC. Le vrai sens de ces méthodes, c'est le faire très régulièrement. 2, c'est on en parlait avec Bernard, hein, c'est de ne pas prendre toujours la même méthode. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand j'ai fait 2 fois de l'audit, je décide de suivre des indicateurs. Puis, et donc, évidemment, ces méthodes, elles s'interpénètrent, hein, dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, un deuxième tour, c'est à 6 mois, 7 mois. Voilà. Alors, en revanche, il y a deux questions. Il y en a une qu'on a prévue, et puis l'autre on savait qu'elle allait être posée. Avec tout ce que vous venez de dire, parce qu'on en voit, on en a parlé tout à l'heure pour la formation, est-ce qu'on peut faire un audit clinique à plusieurs professions ou spécialités? Voilà, l'audit clinique avec... On aurait presque pu poser la question en direct aux ODPC. On aurait presque pu poser la question directe. Et il y en a une seconde que je vous poserai ensuite. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, honnêtement, ça me paraît... là, pour le coup, je vous renverrai la question. Trouvez-moi le bon exemple, quoi. Enfin, pour le coup, je suis preneur d'un bon exemple d'audit clinique qui pourrait être, une fois qu'on a dit tout ça, réellement multiprofessionnel, quoi. Mais oui, parce que, vous voyez, si c'est sur le diagnostic, c'est les médecins, mais ça doit être des médecins qui prennent en charge les mêmes types de patients. On parle du multiprofessionnel, on ne parle pas du multispé. Y compris le multispé, il faudrait que les différentes spécialités aient le même rôle au même moment auprès du patient, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs? Moi, je répondrai que non, parce que ça me paraît extrêmement difficile. D'abord, il y a un problème sémantique, hein. Il y a multiprofessionnel, pluriprofessionnel, interprofessionnel. Ouais. Donc déjà, il faut bien gommer tout ça. Alors, multiprofessionnel, si c'est... Parce qu'on l'a dit aussi aujourd'hui, il y a des tas de professions, de disciplines qui se sont spécialisées elles-mêmes dans leur propre discipline. Donc il peut y avoir effectivement des gens de professions ou de disciplines différentes, mais qui font globalement le même métier et qui approchent les mêmes patients. Bon. On peut imaginer que la grille d'audit, si elle est bien construite, et si, encore une fois, elle s'adresse à tous, en fonction des objectifs, elle pourrait être là. Mais en pluriprofessionnel et en interprofessionnel, ça me paraît tellement difficile de faire une grille qui corresponde à tout le monde que ce n'est pas la peine d'essayer. Il y a la moitié des gens qui vont mettre ne sait pas ou ne peut pas répondre ou non applicable ou non applicable à la majorité des questions. Donc ce n'est pas la peine de s'en kikiner à faire ça. D'autant qu'il existe des tas d'autres méthodes, on en a parlé tout à l'heure et on y reviendra, qui permettent de faire de l'évaluation des pratiques professionnelles en pluriprofessionnel ou en interprofessionnel. C'est les RCP, les groupes de pairs, les groupes d'échange de pratiques, pas les groupes de pairs, mais les groupes d'échange de pratiques, etc. Enfin, bref. Voilà. Alors, vous voyez, il y a vraiment quelque chose autour de ça, parce qu'il y avait une question, mais le ministère préconise des délégations de tâches, et alors pourquoi on ne pourrait pas s'auditer? Alors déjà, le mot, attention, hein, c'est des transferts de compétences qui à un moment rentrent dans le code de la santé publique. Encore une fois, si plusieurs professions font la même chose, ont la même position vis-à-vis du patient, oui, c'est l'interspé. Par exemple, hein, dans la prise en charge de l'apnée du sommeil, il y a plusieurs spécialités qui peuvent intervenir et qui ont le même rôle. Bon, là, ok. Mais à partir du moment où ils n'ont pas le même rôle, il n'y a aucune raison de les faire intervenir en interpro. Alors après, il y a la question, pour une action interpro, est-ce qu'il est intéressant de proposer plusieurs grilles, une grille d'audit par professionnel de santé? Là, j'ai envie de dire, on remonte ce qu'on a dit sur la formation. Je ne vois pas comment
Si vous en êtes à faire une grille d'audit par type de profession, votre formation a pu concerner à 100% tous les professionnels tout le temps. Quels sont les objectifs pédagogiques du coup? Vous avez forcément, si vous avez différentes grilles d'audit, des objectifs pédagogiques différents. Donc de fait, elle doit être construite, elle doit être divisée en fait. Et à un moment, parce que potentiellement en plus, si vous voulez, mettons en plus faire un programme intégré avec une formation qui découle, mais j'y viens juste après, du premier tour d'audit. S'ils ont des grilles d'audit différents, ils vont avoir des pistes d'amélioration, des écarts à la bonne pratique et des pistes d'amélioration différentes à définir. Qu'est-ce que vous allez aborder dans la formation continue? Parce que forcément, vous avez 3 à 4 grilles d'audit différentes, vous aurez 3 à 4 contenus différents à faire, en fonction en plus du public. Donc dans ces cas-là, c'est peut-être qu'il fallait pas tous les mettre dans la même action. Ouais. J'interviens sur les professionnels. La pose d'un plan, c'est bon. La pose d'un plan, par exemple chez nous, peut être fait par un chirurgien dentiste omnipraticien, mais aussi par un chirurgien dentiste spécialisé en chirurgie orale et aussi par un médecin en maxillofacial. Donc cette population-là, là on peut la réunir. Exactement. Parce qu'ils font exactement le même acte au même moment, au même endroit, sur la même personne. Donc là, il n'y a pas de problème, mais c'est relativement rare. Alors la vaccination, par exemple? Alors, la vaccination, avec le nouveau texte qui est sorti, effectivement, sur la prescription de la vaccination, on pourrait imaginer, pas tout de suite, puisque, comme je vous disais, il faut que ce soit une pratique qui soit fréquente et qui, du coup, vous la fassiez depuis un moment. Donc, moi, de l'audit sur la prescription de la vaccination pour les pharmaciens et les infirmières, globalement, avant au moins 1 an, je ne veux pas forcément en voir. Mais là, on pourrait avoir les deux. Mais là, on pourrait potentiellement avoir les deux, effectivement. Quoique, si on réfléchit bien, quels critères d'inclusion ou d'exclusion seraient communs à une infirmière, un pharmacien? Quand vous imaginez quelque part, le patient vient à l'officine, est-ce que c'est totalement le même contexte que quand l'infirmière va en soins chez un patient? Déjà, voilà, si on rentre dans le détail, est-ce qu'on peut vraiment définir des mêmes critères d'inclusion, d'exclusion? À voir. Pourquoi pas? Je ne dis pas non, mais à voir. L'arrêt du tabac, t'en as parlé? Parce qu'il y a plusieurs professions qui peuvent prescrire RPIB. Là encore, si on parle de l'arrêt du tabac, il faut définir sur quoi porte l'audit. Est-ce que c'est même un bon sujet pour faire de l'audit? Moi, j'y crois pas trop. Ouais. Ou alors, à la limite, c'est un patient qui vous fait part de sa volonté d'arrêter. Et là, dans ces cas-là, vous êtes alors dans la démarche de prescription de substituts nicotiniques, de prise en charge. Mais ça pourrait pas être sur à la fois je dépiste si le patient fume, à la fois je l'interroge, je fais l'intervention bref pour voir s'il veut arrêter, et à la fois je lui prescris un substitut nicotinique, je prends en charge. Parce que dans ces cas-là, peut-être que... dès la première question d'audit, comme je vous ai dit, ça va s'arrêter parce que le patient, il fume et il n'a pas envie d'arrêter, quoi. Voilà. Alors après, il y a des questions intéressantes, vous avez commencé à y répondre. Un certain nombre d'ODPC sont en train de voir que l'audit clinique, et ce n'est pas uniquement parce que sur le plateau, j'ai des médecins, moi qui ne le suis pas, j'en ai conscience, que c'est une méthode assez facilement, avec tous les pièges qu'on a essayé de applicables aux médecins, aux professions médicales qui diagnostiquent, qui prescrivent de la thérapeutique, etc., mais qui disent est-ce que c'est applicable vraiment à toutes les professions? Il n'y a pas forcément des recos de bonne pratique pour les infirmiers, etc. Comment on peut faire ça en officine? Un opticien lunetier, etc. Et donc, c'est cette question, je vais vous laisser y répondre. La réponse a été un peu posée. Il y a plein d'autres méthodes, peut-être. Je vais casser le deuxième mythe. Donc, on ne peut pas faire de l'audit clinique sur tout, mais je pense qu'on ne peut pas faire de l'audit clinique pour tout le monde. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, il y a plein d'autres méthodes. Donc, là, ce premier webinaire, c'était pour vous dresser globalement les méthodes, ce qu'elles sont et leur diversité. Là, aujourd'hui, on parle de l'audit. Peut-être que dans le prochain webinaire, on parlera d'une autre méthode. Vous direz que cette méthode-là, elle est peut-être beaucoup plus appropriée pour le public que vous avez en tête au moment où vous nous posez la question. Mais effectivement, l'audit, ce n'est pas pour toutes les actions, ni pour tout le monde. Probablement pas.
On le voit bien, hein, dans nos statistiques, c'est majoritairement... Les programmes intégrés, c'est majoritairement chez les médecins que ça se passe, et les programmes de gestion des risques, c'est majoritairement dans les équipes constituées dans des établissements. Ouais. Donc et c'est très très minoritaire. Donc voilà, c'est pas applicable à tout le monde, c'est pas facile. Moi, je suis à peu près persuadé que si on réfléchit bien sur son métier, quand on est infirmière, sage-femme, pharmacien... Enfin, en tout cas, sur les 7 professions à ordre, je suis à peu près sûr qu'on peut trouver des critères et des grilles d'audit qui tiennent bien la route. Bon, mais je conçois que ce ne soit pas possible pour tout le monde non plus. Et encore une fois, ce n'est pas utile, puisqu'il y a d'autres méthodes sur lesquelles on va travailler. Oui, il y a pas mal de questions, notamment pour les pharmaciens, qui disent qu'il n'y a pas exactement un dossier patient, même s'il y a un dossier patient en pharmacie, mais ce n'est pas exactement la même chose, qu'on ne trace pas exactement les mêmes choses. Peut-être que l'audit clinique pour l'activité pharmaceutique d'officine, c'est peut-être pas la méthode. C'est des questions qu'on a souvent. Mais effectivement, évaluer sa pratique en officine, peut-être que c'est travailler avec des tests de concordance de script sur des cas de comptoir. Enfin, ça peut aussi être ça, l'évaluation de pratique professionnelle d'un pharmacien d'officine, et pas forcément effectivement de l'audit clinique. On avance. On avance. On avance. Donc, j'en ai un peu parlé, mais je vais bien redéfinir les 3 étapes de l'audit clinique. Donc, la première étape, quand on dit évaluation des pratiques professionnelles, c'est la première étape, on s'évalue. Donc, c'est-à-dire par rapport aux patients au dossier patient qu'on a récupéré avec les critères de sélection, on fait passer la grille d'audit et on évalue sa pratique par rapport à cette grille d'audit. Ensuite, l'idée, et c'est là où on attend, alors le travail de l'organisme, c'est de faire la grille, mais on attend aussi un travail dans l'organisme, c'est de revenir vers le professionnel pour lui montrer ses écarts à la bonne pratique. C'est-à-dire là, il a dit oui, là, il a dit non. Voilà, où est-ce qu'il a un écart à la pratique. Et ensuite, c'est de l'aider à identifier, et là, c'est la deuxième étape, pourquoi est-ce qu'il y a cet écart? Encore une fois, et on le voit trop souvent, c'est résumé à en fait la bonne pratique c'est ça, ou il ne savait pas, etc. Non, il y a plein de raisons pour lesquelles le professionnel a pu ne pas faire ce qu'il devait faire. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il savait, mais il a eu peur du médico-légal. Il savait, mais il n'avait peut-être pas suffisamment confiance en lui. Il savait, mais il y avait 46 patients dans la salle d'attente. Il n'avait pas envie de commencer à discuter avec le patient parce qu'il était hyper à la botte. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'en fait, il n'a pas appliqué la bonne pratique. Et toutes, quelque part, ne se résolvent pas par la formation continue. Et donc, toutes ne se résolvent pas par un programme intégré. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà. Et une fois qu'on a identifié ces écarts à la bonne pratique, c'est là qu'on peut mettre en place des actions d'amélioration. Et vous comprenez bien que les actions d'amélioration, elles vont être différentes d'un professionnel à l'autre. Et encore une fois, c'est la preuve pour laquelle il ne faut pas forcément faire de programme intégré. C'est que votre formation continue ne va peut-être pas répondre à l'action d'amélioration du professionnel qui a été audité en premier tour. Peut-être que lui, il sait déjà tout très bien et que c'est autre chose qu'il doit faire pour s'améliorer. Ça pose la question d'ailleurs... parce qu'on en a, de l'audit clinique en e-learning, c'est-à-dire totalement distanciel. Action d'amélioration, s'il est seul face à sa machine, quelle est notre exigence c'est le problème des retours minimale automatisés. C'est qu'à minima, il faut quand même que l'organisme prévoie un accompagnement du professionnel pour l'aider à identifier ses actions d'amélioration. Ça ne peut pas être juste... là, t'as dit oui, là, t'as dit non, là, t'as dit oui, là, t'as dit non, et voici les recos, quoi. C'est pas, l'idée, c'est pas ça, c'est vraiment d'accompagner le professionnel dans l'identification des écarts à la bonne pratique, et une fois qu'il les a identifiés, comment il s'améliore dessus, comment il les résout. Voilà. Et pourquoi tout ça? Parce que comme ça, il va mieux prendre en charge le patient, il va améliorer sa pratique, et on espère qu'au deuxième tour, avec la même grille, et avec d'autres patients, si c'était sur des processus diagnostiques, ou avec les mêmes, peut-être si c'était sur des choses de suivi, il repasse la grille et il voit s'il fait mieux qu'avant. Dans l'idée, on aimerait qu'il fasse mieux quand même, hein, c'est un peu le but du jeu. Mais c'est vraiment... Et pourquoi en plus on dit, voilà, 1, 3, 6 mois... Parce que l'idée, c'est qu'on améliore sa pratique dans le temps. C'est pas juste... ça me fait penser à quand j'étais... étudiant et que je bossais l'examen la veille du truc et j'avais tout oublié une fois que je sortais de la salle d'examen. Non, là, l'idée, c'est... c'est vraiment voilà. Ça. Oui. Là, l'idée, c'est vraiment que ça implémente l'amélioration de la pratique dans le temps. Après, on comprend bien que dans le cas du DPC, il
voilà, il y a des contraintes. On sait que c'est difficile pour vous de maintenir mobilisés les professionnels de santé dans le temps, de revenir leur taper sur l'épaule à 3 mois ou à 6 mois. Voilà, donc. Mais comme le dit Michel, dans l'idéal, c'est quelque chose sur du long terme. Après, nous, on s'est dit, maintenant, donc on a commencé avec 1 mois, on augmente un tout petit peu et on se dit, on n'accepte plus en dessous de 3 mois. Voilà. C'est ce que disait Jean-Michel Chabot il y a une quinzaine d'années. En formation continue, les gens viennent, ils sont contents, ils sortent ravis, ils disent que c'était super, qu'ils ont appris plein de choses, et ils retournent chez eux faire comme avant. Donc, l'intérêt de coupler la formation à l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est bien ça. C'est-à-dire de s'apercevoir collectivement qu'on n'est pas en adéquation véritablement avec les recommandations en question, et que donc on se donne des pistes d'amélioration, on se dit qu'on va le faire mieux, et on va pérenniser sa grille. Et il y a aussi la sémantique, c'est toujours compliqué parce que les gens se mélangent un peu. On parle de critères depuis tout à l'heure, puis après on parle de suivi d'indicateurs. Bon, ben, si une grille est bien faite selon des bons critères, il va y émerger des indicateurs qu'on pourra continuer de surveiller ensuite de façon pérenne. Voilà. Donc c'est bien ça dont il s'agit. Il faut donc bien 2 tours, et il faut bien un deuxième tour qui vient vérifier que les pistes d'amélioration qu'on a collectivement mis en œuvre, décidé de mettre en œuvre, soient bien implémentées. Voilà. Donc, voilà, en résumé, il ne faut pas faire de l'audit pour faire de l'audit. Il y a des questions que j'ai reçues. Oui, mais les professionnels, ils sont obligés de valider 2 actions de 2 types différents sur 3 ans. Oui, enfin, il y a d'autres méthodes, on y reviendra. Il ne faut pas nécessairement faire de l'audit pour de l'audit. Il faut faire de l'audit, et peut-être tu peux récapituler en prenant les 11 points qui sont d'ailleurs ce qui guide les CSI dans leurs évaluations. Exactement. Didier, tu m'interromps quand tu veux. Didier, tu m'interromps quand tu veux. Donc la première étape, voilà, forcément, c'est dans le cadre d'une orientation prioritaire avec la fiche de cadrage qui va avec. Mais donc, on choisit une pratique courante à auditer et on identifie les points critiques de la pratique en s'appuyant sur des bonnes pratiques, des recommandations qui font consensus, référence. Là, je fais juste une petite parenthèse, c'est qu'il serait bien que les organismes nous mettent dans la grille d'audit les références auxquelles ils se sont appuyés. C'est ce que disait ça, c'est important. Bernard. C'est pour ça que je repars dessus, parce que ça, c'est important pour nous. Et au même titre que vous, pour votre public cible, vous allez identifier des objectifs pédagogiques très précis pour répondre à leurs besoins de formation ou d'amélioration des connaissances. Là, vous allez identifier des critères d'inclusion et d'exclusion très précis pour les patients qui vont être concernés par l'audit. Encore une fois, ça peut être un audit que sur la prescription sur telle maladie à tel stade ou le diagnostic pour tel patient qui présente tel type de problématique. Donc vraiment, les critères d'inclusion et d'exclusion sont très importants parce qu'ils conditionnent après vraiment la pertinence et l'impact même de votre audit clinique. Ensuite, on fixe le nombre de patients ou de dossiers concernés, donc c'est minimum 10 avec tout ce qu'on s'est dit. Et la grille d'audit doit être construite aussi en parallèle avec des critères qui sont, comme je le disais, objectivables, mesurables et traçables, retrouvables dans le dossier patient. Voilà. Il faut un temps nécessaire à la réalisation de l'audit, donc il faut que c'est pour ça des fois on a des questions sur combien de temps on met pour faire l'audit, etc. Mais ça va dépendre du nombre de patients que vous avez demandé à inclure, ça va dépendre du nombre de critères qui sont présents. On a eu pas mal de questions là-dessus. Est-ce qu'il faut 2 heures évidemment, 10 patients avec 2 critères, nous annoncer 3 heures, on va se poser des questions. Voilà, donc ça va effectivement dépendre du nombre de patients inclus, du nombre de critères, de la complexité potentiellement des critères, etc. Il faut prévoir un temps de feedback, comme je vous le disais. Une fois que le professionnel a rempli la grille, il faut prévoir un retour au professionnel avec une aide pour identifier les causes de ces écarts et du coup les axes d'amélioration et déterminer ce qu'on appelle le plan d'action d'amélioration.
Parfois, on vous le demande d'ailleurs en CSI, un exemple de plan d'amélioration que vous avez proposé ou défini avec un professionnel de santé. Ça témoigne de l'accompagnement que vous avez fait auprès du professionnel de santé. Parce que voilà, les organismes de DPC, quelque part, ils sont financés pour faire ces audits cliniques et accompagner les professionnels. Si vous n'aidez pas les professionnels dans la définition de ces plans d'action d'Amélio, ça pose question. Oui, et on a souvent là, à ce niveau-là, des plans d'action qui sont généralistes pour tout, mais qui ne sont absolument pas personnalisés pour le participant. Donc ça pose un peu des problèmes en disant oui, on fait un audit, on fait une formation, parce que la plupart du temps, c'est des programmes intégrés, on refait un deuxième audit, et puis on donne l'écart type aux praticiens. Ça nous pose des problèmes parce que c'est absolument pas ciblé sur la pratique du praticien. Ouais. Donc ça nous pose ce problème-là. Mais ça fait rien parce qu'il le sait. Et il le sait pourquoi. Ce qui est important, c'est de lui donner, comme j'ai dit tout à l'heure, on se compare et on voit si on a tous les mêmes difficultés, ce qui est fréquent, et si on a tous la possibilité d'améliorer un ou deux ou trois points de notre activité. Ça suffit. C'est vrai, il faut pas. Et en tout cas, c'est pas un contrôle, c'est pas une critique. Et quand on rend des résultats, c'est pour justement qu'on se compare par rapport à un panel homogène qui font la même pratique. Alors, il y a pas mal de questions, mais voilà, qui montrent qu'il y a vraiment à retravailler tout ce qu'on a dit ce matin, qui demandent est-ce qu'on peut faire de l'audit sur tel thème, sur tel thème, sur tel thème. Donc, à chaque fois, vous posez les mêmes questions. Est-ce qu'on est sur la clinique, prise en charge, thérapeutique, diagnostic est-ce qu'il y a des points critiques de cette pratique, etc. Et notamment, j'ai une question sur la télésanté. Peut-on s'auditer sur la télésanté? Certainement pas si c'est j'ai utilisé le bon matériel au bon moment, je me suis isolée dans une pièce tranquille pour parler aux patients. On voit tout de suite que c'est pas clinique. Voilà. Donc, globalement, on va pas répondre à toutes les questions sur tous les thèmes ce matin. C'est difficile. Mais globalement, si vous avez compris le sens, c'est-à-dire ça doit porter sur la pratique clinique du professionnel de santé. Pour un patient donné. Pour un patient donné. Vous avez, j'ai envie de dire, les cartes en main. On poursuit. Donc effectivement, les modalités d'évaluation des résultats entre les deux tours et la même grille d'audit pour le deuxième tour, mais ça, on l'a déjà dit. Du coup, on a fini la présentation qu'on voulait vous faire sur l'audit clinique. Alors, on a une question, je profite des fiches méthodes. Au-delà de ces webinaires, on a fait des fiches méthodes avec le Haut Conseil et les présidents de CSI. On en a une qu'on a mise en ligne hier, avant ce webinaire. Donc, elle est à votre disposition sur le site de l'agence. On va en publier d'autres d'ici la fin de l'année, qui est plus si... Ça y est, elle est déjà derrière nous cette année. C'est une année qu'on regarde rétrospectivement. Le suivi des indicateurs, la simulation en santé. Important, la simulation en santé, parce qu'en fait, vous avez peut-être noté, j'ai pas insisté, que ça pouvait être une méthode de formation, une méthode d'EPP ou une méthode de gestion des risques. Et évidemment, la question, c'est une méthode de quoi, quand et à quelles conditions. Alors, je ne vais pas y répondre ce matin, parce que mais on a envie d'y répondre. Le TCS, la vignette clinique, et il y a une question, pourquoi les vignettes cliniques sont plus considérées comme une méthode de DPC? Si, c'est une méthode de DPC, comme vous le voyez, pas nécessairement de PP, on y reviendra dans la fiche et peut-être dans un webinaire. Et donc, on va publier les autres fiches d'ici 2023. Vous avez la liste de ce que nous publierons. Et alors, avant, puis on dira ça, et Jean-Philippe, je vais donner
Oui, parce que je vois les collègues qui me disent « Oh bah ça y est, elle change l'ordre, mais quelle horreur !» Ces travaux sur les méthodes, donc, on va évidemment publier ces fiches. On va continuer à en travailler d'autres. Et puis, Bernard, on installe, comme je le disais au début, le Haut Conseil du DPC le 7 décembre, avec des nouvelles missions recentrées sur une mission vraiment scientifique. Et autour des méthodes, on a encore du travail. On a quelques pistes déjà. Oui, alors voilà. Enfin, pourrais-je dire, je vais disposer d'un conseil qui aura été sélectionné et nommé sur des critères de compétences et de connaissance du dispositif, des dispositifs, et avec des nouvelles missions. Hein. Alors, nos missions sont assez larges, hein, mais notamment faire de la promotion des méthodes, ce que nous avons commencé à faire avec les présidents des CSI, et en attendant que le Conseil siège dans sa version complète, qui ne sera pas tout à fait complète le 7 décembre, mais peu importe. Et vous savez que les présidents de CSI font partie d'office du Haut Conseil du DPC. Donc, Didier Griffith sera là le 7. Donc Didier Griffith sera là le 7. Et nous allons essayer de commencer à travailler sur les méthodes. On va continuer, je vais y revenir. Comparaison à ce qui se fait, avec ce qui se fait à l'international. Travailler davantage sur le numérique. Michel parlait tout à l'heure de téléconsultation. Peut-on faire une audit sur la téléconsultation ? Encore faudrait-il qu'il y ait des recommandations sur les pièges et les difficultés. Des critères cliniques d'accès ou pas, quoi. De ce type. Si d'aventure la téléconsultation prenait le pas et devenait majoritaire à l'avenir sur la consultation en présentiel physique, face-face, eh bien voilà, il faudra probablement qu'on travaille là-dessus et qu'on réfléchisse à cette évolution. D'une manière générale, d'ailleurs, sur le numérique en santé, et avec l'impact et l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'en parle même pas. Et puis, il faudra aussi qu'on travaille un peu sur les mesures d'impact, et voir si est-ce que tout ce qu'on fait là, ça sert véritablement à quelque chose, et comment fait-on pour le mesurer. Voilà. Pour boucler la boucle, d'ailleurs, ça ne peut servir que si les actions concernent de façon ciblée les professionnels auxquels ils s'adressent. Parce que, évidemment, si on forme à côté de la raquette, on a presque la réponse. Voilà, tout à fait. Alors donc, pour vous le dire et pour terminer cette courte intervention sur le Haut Conseil qui s'installe, on va clairement travailler sur nos premières pistes qu'on a déjà définies avec les présidents des CSI, qui nous paraissent importantes. C'est les bonnes pratiques du e-learning. Voilà. C'est quoi le e-learning ? Comment ça se construit ? Comment ça se fabrique ? Avec quels outils et quel timing ? Et quand je dis quel timing, justement, ça doit durer combien de temps un e-learning ? Est-ce qu'on ne risque pas de s'endormir au bout d'un certain temps ? Et est-ce que le micro-learning, ce dont parlent aujourd'hui les Américains, est quelque chose sur lequel on pourrait travailler avec l'agence ? Et vous imaginez la complexité des choses, parce que comment non seulement construire ça et mettre des règles de construction de bonnes pratiques d'un programme de micro-learning, et comment le financer, c'est pas simple. Voilà. Et puis aussi, deuxième question, parce que c'est la bouteille à l'encre, et particulièrement pour nos amis spécialistes, et aussi pour les autres professions de santé, le DPC au sein des congrès. Voilà. C'est quoi un congrès ? Comment on a posé des règles, mais ça questionne encore. Et ça questionne encore. Donc on va faire travailler le Haut Conseil sur ces deux pistes-là dès le 7 décembre, et puis sur toutes les autres aussi, qui nous permettront de vous faire des webinaires assez fréquents de mise à niveau. Justement, puis après, pendant que vous allez le faire, Jean-Philippe va expliquer, parce qu'il y a plein de questions sur mise en œuvre de tout ça, quand, comment. Mais justement, alors vous voyez, on est dans le référendum d'initiative citoyenne. Et donc, le prochain webinaire, on va en faire un, j'espère, premier trimestre. Et à vous de nous dire sur quelle méthode vous seriez intéressé
devoir porter le prochain séminaire. Donc voilà, vous avez une liste, le vote est en ligne et Jean-Philippe, même si tu vois plus la diapo, tu vas dire comment tout ça va s'appliquer? Donc effectivement, pendant que vous votez de manière frénétique, enthousiaste et frénétique, du coup, donc tout ça sera applicable pour les actions qui sont en cours d'attente d'instruction ou qui ne sont pas encore déposées, dont la date de première section est fixée à partir du 1er mars. Donc, je vous invite pour tout nouveau dépôt à les avoir en tête, puisque le 1er mars, maintenant, c'est dans quasi 3 mois. Et ensuite, si vous avez des actions qui sont d'ores et déjà déposées, qui sont en attente de validation ou d'examen par l'agence, n'hésitez pas à les reprendre. Ouais. Il y a si une nécessaire. question, est-ce qu'on va pouvoir le faire pour se mettre en conformité? Non seulement vous pouvez, mais ce serait super. Voilà. On vous encourage. Ouais. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'examen de contrôle de conformité, donc ce qu'on appelle l'examen de premier niveau réalisé par les services de l'agence. Et ensuite, les CSI se mettront à appliquer... le font déjà quasi. Le font quasi déjà d'ailleurs. L'audit, d'ailleurs, c'est ce que vous a dit Didier Griffith. C'est tout ce qu'on dit là, ce sont les critères d'évaluation des audits. C'est pour ça d'ailleurs que parfois les CSI posent des avis défavorables, parce que justement, ça ne répond pas à l'ensemble de ces critères. Mais vraiment, n'hésitez pas à reprendre les actions par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Voilà. Alors... Est-ce qu'on a les résultats du vote? Non, on a des remerciements pour cette initiative à renouveler. On vous remercie aussi d'avoir été si nombreux. Mais surtout, on ne veut pas se quitter avant de savoir sur quoi on va pouvoir intervenir la prochaine fois. Alors, pendant que vous votez... moi, non. Mais pendant que... je voudrais parler en tant qu'omnipraticien, en tant que libéral. C'est que ce DPC, c'est souvent pris pour une sanction en disant je valide mon DPC, je suis obligé de le valider. Ah oui, on a eu des questions comme ça. Ouais. En tant que praticien, si je ne le valide pas. Je pense qu'il faut ouvrir ce débat-là en disant que à partir du moment où on fait un DPC, l'objectif principal, c'est d'augmenter la qualité de soins que l'on va dispenser à son patient. Donc ça, c'est quand même important pour lui. Et puis j'allais dire que pour moi, en tant que praticien, ça me conforte dans mon activité. Et fin de compte, ça me borne en me disant, fin de compte, je ne suis pas hors activité et donc je minimise mes risques, entre parenthèses, personnels, de poursuite, de ci, de ça, quoi que ce soit, en augmentant aussi ma qualité. Donc je crois que c'est surtout ça que les praticiens doivent se mettre en tête. D'où l'intérêt que l'organisme nous propose des formations qui nous permettent justement d'augmenter notre qualité et que ça ne soit pas est-ce que vous avez bien marqué le nom du médecin sur la fiche du patient, parce que ça ne va pas nous avancer à grand-chose. Oui, je pense que il y a eu des questions comme ça, mais les gens sont obligés vraiment et donc comment on fait, etc. Il faut retrouver du sens. Voilà, il faut retrouver du sens. Pas faire de l'audit pour de l'audit. Encore une fois, il y a d'autres méthodes. Et ne pas les obliger tous à faire de l'audit sur des choses qui n'ont pas de sens pour eux. Et nous savons de quoi nous allons vous parler la prochaine fois. Ça s'affiche sans beaucoup de suspense. La vignette clinique, 53%, on applaudit la vignette clinique. On fera quelque chose sur la vignette clinique où il y avait des questions, c'est de l'EPP, c'est pas de l'EPP, à quelles conditions, pourquoi ça n'en serait plus, etc. Et puis quand même 37% simulation en santé, je proposerais bien la prochaine fois, puisque c'est 2 heures qu'on parle des deux, et qu'on fasse un moment sur la vignette clinique, un moment sur la simulation, ce qui permettrait, et j'espère qu'on pourra le faire au premier trimestre de l'année 2024. Je pense qu'un webinaire par trimestre, on va essayer de tenir le rythme, mais je pense que c'est une bonne idée. J'espère que vous avez été tous intéressés par cette initiative, qu'on va potentiellement améliorer. Non, mais tu peux le... Ça se voit plus. Et vous aurez sur notre site
le replay du webinaire. Donc, si vous ne nous avez pas vu en direct, vous nous verrez en différé. Puis si vous avez envie de nous revoir, vous pourrez nous revoir. Vous aurez évidemment le diaporama qu'on a projeté, où vous pourrez lire avec peut-être plus d'attention des choses qu'oralement, sur lesquelles on n'a pas forcément appuyé. Vous aurez au fur et à mesure les différentes fiches méthodes et formats. Donc déjà la fiche audit clinique qui est en ligne, ça tombe bien, ça correspond à ce qu'on s'est dit ce matin. Vous avez aussi une foire aux questions. Et puis, dans le DPC, on a ajouté une vignette, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, un onglet qui s'appelle « Accompagnement des ODPC ». Et c'est là-dedans que vous allez trouver la fiche méthode, la FAQ, les orientations prioritaires. Et on va essayer d'enrichir. Voilà. Pour conclure, puisqu'il nous reste 4 minutes et que j'irai au bout des 4 minutes absolument, quand je vous disais que c'était un axe stratégique, l'accompagnement des ODPC, vraiment, pour moi, accompagnement, information des ODPC. Et à ce titre, il y avait un service qui était un peu précurseur, mais plutôt pour les professionnels de santé, qui était le service relations avec les usagers. Il va s'ouvrir pour les ODPC, donc un interlocuteur. Et j'ai souhaité aussi créer, à compter du 1er janvier, dans l'organigramme de l'agence, une direction ciblée sur l'accompagnement de l'ensemble des parties prenantes, dont les organismes de DPC, avec un programme de travail qui est en train de s'élaborer, qui, au-delà des webinaires, des FAQ, etc., passera aussi par, je sais que vous êtes nombreux à le demander, des comités utilisateurs, etc. On reste à votre écoute régulière et on va structurer cette écoute régulière. Je vous remercie tous pour votre participation et très belle fin d'année et à l'année prochaine donc pour parler vignette clinique et simulation en santé. Beau programme. Merci. Au revoir.